Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous. On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon parce que n'oubliez pas, la culture, c'est comme la confiture. C'est très bien pour passer l'hiver. Oui, ça réchauffe pas énormément, Ouais, mais il y a un côté cosy, je trouve. c'est vrai. Tu me dis culture et confiture, je pense à plaid Et feu. et feu de Enfin, bois, ouais. oui, Et feu, non, marron et tout ça. pas incendie, hein. Non, enfin, vous faites ce que vous voulez, on king shame pas. Tant que c'est vous incendiez des personnes consentantes. Voilà. De quoi allons-nous parler aujourd'hui, Guillaume? Eh ben, on va parler de régime Saoud. Enfin, de régime et de Saoud. Voilà, On va faire un peu les deux. Parce que c'est moi qui vais commencer. tout à fait, avec les régimes. Enfin, alors. Parce que tu t'es dit, Ouais. novembre pour le summer body, c'est le bon moment. C'est exactement ça. Tu vois, je me suis dit, on quitte à peine Halloween et son flot de sucreries. On a pléthore d'anniversaires qui s'annoncent. Oui, on a Thanksgiving aussi la semaine prochaine. Enfin, J'y allais, pour toi qui fréquentes ceux que Lafayette a sauvés. Et après, on enchaîne sur le marathon des fêtes. Oui. Bref, ça va sortir le gras, on va faire grimper le cholestérol, ça va faire couiner les ceintures. C'est possible. Et après, bon, il y a la galette des rois, les crêpes. Bref, Il y a toujours de bonnes occasions de bouffer. très vite viendra le moment, justement, de préparer son summer body. Il y a le carême, c'est pour ça que ça existe. Sauf quand le carême est couplé au carnaval, où certes tu manges moins, mais tu bois beaucoup plus. Alors oui, nous voilà repartis pour une autre chronique lifestyle, Ah. la chronique régime de la confiture. En fait, cette chronique, elle va se centrer autour des recommandations d'un docteur que m'a recommandé Pomme, du label Podcut que vous pouvez entendre sur Le Roi Steven ou Dr Watt, entre autres. Elle m'a recommandé, mais pour ton summer body, va voir du côté du docteur Hazard. Ah. J'ai cru voir passer ce message, je n'ai pas creusé. Oui, alors, le docteur Hazard, parce que comme elle le dit elle-même, pas Pomme, hein, le docteur en question, Est-ce une femme? c'est une femme, et elle dit elle-même, Madame Hazard, c'est ma belle-mère. Donc elle appuie beaucoup sur le mot docteur, c'est important pour elle. C'est important pour beaucoup de docteurs, n'est-ce pas, docteur Guillaume? Exactement. En l'occurrence, notre bon docteur donc, est né en 1867 à Carver, au Minnesota. Hmm, Donc on va parler d'un docteur fin 19e, début 20e. Les meilleurs. Les meilleurs, sous le nom de Linda Burfield, avant de partir pour épouser un homme qui s'appelle Erwin Perry, à l'âge de 18 ans, avec qui elle aura 2 enfants, mais qu'elle quittera bien vite en 1898 pour pouvoir vivre son rêve, soigner les gens. Et donc elle quittera mari et enfant? Alors elle partira avec un de ses 2 gamins, elle laissera l'autre. Parce que soigner les gens, c'est important pour notre bon docteur, et elle a une théorie pour soigner les gens. Alors cette théorie, elle la tient en partie du médecin qui passait une fois par an dans son enfance pour faire un petit check-up. Normal. Hein, on est au fin fond du Minnesota, donc le médecin, il vient une fois par an et il faut pas tomber malade entre. Et ce médecin était persuadé que les enfants, c'est comme les animaux, ils ont tous des parasites intestinaux dont il faut régulièrement se débarrasser. Alors, c'est pas complètement faux, cela dit, surtout au 19e siècle. Ouais, bon, Pas que les enfants qui doivent avoir des parasites intestinaux. non, alors bon, le remède universel, hein, pilule au mercure. La science du 19e est belle. Au moins, il les a pas soignés à l'héroïne, quoi. Non. Mais bref, à chaque fois qu'il passe, après tu vomis pendant 3 semaines, ça te fait aimer la médecine. Mais au moins, t'es purgé. Mais au moins t'aimes perché. Elle l'a peut-être élaboré pendant sa formation d'infirmière ostéopathe. Mais en tout cas, il va y avoir une théorie qui va modeler toute sa vie. C'est que, selon elle, il y a une cure pour toutes les maladies du corps humain. Alors, pas complètement. Enfin. C'est souvent bon signe. On est on est d'accord quand mais genre une cure unique qui soigne tout. Bah oui. Ah oui, d'accord. Pardon. Oui, là, c'est plus compliqué. Ouais. Ça, c'est souvent bon signe. Et attends une seconde. Oui. Elle est ostéopathe? Elle a une formation d'infirmière ostéopathe. Ah, fin 19e, comme ça, il y a déjà des ostéopathes. Alors, fin 19e, il y a beaucoup de trucs. Ouais. Donc, oui, parce qu'elle va croiser des électropathes, ce genre de personnes un peu dans toute sa carrière. Mais donc, la cure, le remède miracle, en fait, il est très simple. Hein, prends ça, Big Pharma, c'est le jeûne. On en parle encore maintenant. Exactement. Donc, le jeûne, ça permet au système digestif de se reposer et de se purger, et donc de se débarrasser des impuretés qui sont la cause de toutes les maladies.
Ouais, Bref, une petite détox début 20e. ouais, voilà, bien, tranquille. Parce que oui, toutes les maladies viennent du système digestif. C'est bien connu. Comment? En fait, quand il est irrité, le système va relâcher du sang impur qui, au lieu d'abreuver nos sillons, va abreuver le reste de notre corps et ça va causer des infections. Ouais, on n'est pas là de la censure, là, quand même. On n'est pas très loin et c'est pas une théorie complètement nouvelle ou complètement absurde pour l'époque. Mhm. Parce qu'on est quand même dans une époque où les liens entre nutrition et santé, c'est quelque chose qui est très important pour les gens. On se souvient de notre pasteur Kellogg, Exact. qui faisait le lien entre nutrition et libido. Elle fait aussi un peu le lien comme ça, en disant que la nutrition est à la base de tout. Et elle l'a appris aussi d'un docteur qui est en vogue à l'époque, qui s'appelle le docteur Dewey, qui est célèbre pour son livre The No Breakfast Plan and the Fasting Cure. Donc, le plan sans petit déjeuner et la cure de jeûne. Ah, il fait du jeûne intermittent, quoi. Ouais, c'est ça, à peu près. Elle sera d'ailleurs à un moment son élève, un peu avant la mort du docteur Dewey. Bref, elle a un truc en tête, c'est le jeûne. Alors, premier incident, donc, on est en 1902. À ce moment-là, elle est dans le Minnesota. Elle est devenue docteur en ostéopathie. Logique pour faire du jeûne. Enfin non, elle a dit qu'elle était docteur en ostéopathie. Ah. Parce que de toute façon, à l'époque, il n'y a pas d'autorité pour décider qui a le droit de s'appeler docteur ou pas. Ah bon? Ah bah, c'est pratique. C'est pratique. Non, ça viendra en 1910, je crois, dans le Minnesota. Et un médecin légiste qui se penche sur le cas d'un patient du docteur Hazard découvre que ce patient est mort de faim. Bien, bien, bien. C'est un peu étonnant parce que c'est une femme qui se remettait d'un AVC et qui a passé 39 jours à ne boire que du bouillon de tomate. Ce qui n'est pas très, très nourrissant. Voilà, le médecin légiste est un peu contrarié. Oui. Et il va tenter d'attirer l'attention des autorités en disant dites-moi, est-ce que c'est bien normal? Le problème, c'est que notre héroïne, le bon docteur Hazard, en fait, elle a aucun diplôme médical. Donc, on peut pas vraiment lui en tenir rigueur. Bah, il y a exercice illégal de la médecine, quand même. Ça n'existe pas encore. Ah non, ça n'existe pas encore. Il n'y a pas encore de... Oui. Il n'y a pas encore de certification. Mm-hmm. Donc, elle dit moi, je peux pas être sûr que ça marche. Je suis pas médecin. Je sais pas ce que je fais, moi. Voilà. C'est pas de ma faute si les gens ils me croient. Et voilà. Donc, bon. En plus, ce qu'elle dira, c'est que de toute façon, elle comprend pas parce que sa patiente allait beaucoup mieux pendant son jeûne. Et puis qu'en plus, elle avait mal suivi son régime. Ah oui, c'est ça. C'est qu'elle n'avait pas mis de sel dans le jus de tomate. Puis... Non, mais bref, c'est pas de sa faute, quoi. Ouais. En même temps, c'est comme la palisse, hein. 15 minutes avant de mourir, elle est vachement bien. C'est ça. Bon, on retrouve pas tous les bijoux de la victime, mais ça, c'est sans doute une coïncidence. Je pense que c'est sûrement un plan de Big Pharma pour nous faire passer à côté d'une cure aussi simple qui priverait de beaucoup d'argent, sans doute. Non, mais peut-être qu'elle les avait mis au clou, ces bijoux. Sans doute. Sans doute. Notre bonne Linda va se remarier en 1903 avec un ancien de l'académie de West Point. Un militaire, donc. Un militaire, donc West Point, c'est l'école militaire la plus renommée aux États-Unis. C'est Saint-Cyr. Voilà, Saint-Cyr, donc un mec hyper prestigieux. Bon, le seul point, c'est que à ce moment-là, lui, il est très porté sur la boisson. Il vient un peu de se faire virer de l'armée pour des petites escroqueries. Ouais. Mais donc, Linda rencontre Samuel Hazard. Ah oui, parce que j'allais te dire, d'où ça vient, Hazard? Voilà, elle rencontre Samuel Hazard au moment où lui, il se sent pas très bien, il est un peu malade. Et il va la voir, elle lui prescrit un jeûne. Ça lui ouvre les yeux sur la beauté de cette femme et apparemment, tout se passe très bien. C'est bien quand t'es alcoolique de jeûner. Bon, tout se passe très bien, il y a quand même un petit souci, c'est que en fait, donc il se marie, mais lui est déjà marié. Ouais. Alors on va voir qu'il y a des gens que ça jeûne pas. Hein. Plusieurs femmes. Peut-être, mais au Minnesota, à l'époque, autant on peut laisser passer beaucoup de choses sur l'exercice de la médecine, autant la bigamie, il y a des limites à pas dépasser. Il va quand même passer 2 ans en tôle, notre ami Samuel. Ouais. Pour polygamie. Ouais, alors je crois que son autre femme
était la fille d'un gouverneur, je crois, ou un truc... Enfin, d'un mec qui avait du pouvoir et qui fait genre... Oui, qui était vexé du coup, mais Oui, enfin, genre 2 ans pour ça, ok. ouais, on comparera à ce que ça fait 2 ans de prison un peu plus tard. Donc, ils passent 2 ans en tôle, ils se retrouvent à la sortie, et ils se disent, bon, toi tu sors de tôle, moi j'ai tué une personne, On va peut-être prendre le large. voilà, on va partir. Ils quittent le Minnesota pour se rendre dans l'État de Washington. Ah ouais, à l'autre bout du pays. Bon, le Minnesota, c'est quand même la frontière canadienne, hein. C'est pas très très loin de... Oui, mais c'est au milieu, le Minnesota, non? Ouais, c'est ça. Et là, ils vont tout à... Ils vont traverser, je crois, les Dakota, et un truc du genre. Parce que oui, il faut savoir que le procès en bigamie, bah, ça avait été un peu l'événement local. Parce que Il se passe pas il grand-chose se dans le passe pas Minnesota. grand-chose, c'était des gens, des pseudo-célébrités locales. Donc il fait un peu la mauvaise publicité. Bien sûr. Donc là, alors que Linda, elle va commencer par travailler, enfin par mettre son enseigne de médecine à Seattle, elle va s'installer juste en face, dans la péninsule de Kitsap, une petite ville qui s'appelle Olala. Voilà. Ok, Et ils vont acheter un petit bout de terre qui s'appelle les Wilderness Heights, donc les hauts sauvages, c'est joli. avec pour projet de bâtir là un sanatorium. Les sanatoriums. Il faudra qu'on fasse un épisode sur les sanatoriums aussi, parce que au détour de certaines recherches, j'ai vu des trucs un peu abusés. Oui, oui, ben, je pense qu'une nuit dans un sanatorium, ça doit être sympathique. Donc ils vont commencer par construire un bungalow pour eux-mêmes, 5 petites maisons pour les patients, en bois, hein, des trucs très simples. Petit chalet, quoi. Et puis sur place, les gens ont une certaine liberté d'esprit. Notamment, il y a une petite communauté anarchiste qui vit là. Ouais, alors, Enfin, anarchiste à la sauce américaine, hein. Anarchiste en mode notre liberté. Ah, genre des libertariens? Ben, j'ai pas réussi à comprendre si c'était vraiment des libertariens Ou des anabaptistes? ou enfin, quel genre d'anarchiste c'était. Ouais, Mais j'ai l'impression que c'est quand même plutôt des anarchistes de droite. ouais. Alors que Seattle, aujourd'hui, enfin, dans l'état de Washington, mais en général, Oui, beaucoup d'antifa et de... c'est vrai que les antifas sont très Portland-Seattle. Après, il y a beaucoup de fachos aussi. Enfin, bon, bref. Et il y a aussi quelques habitants du coin qui se revendiquent théosophes. Ah! Pourquoi pas? Donc le couple est plutôt bien accueilli. Et les théories médicales de madame, finalement, le détonnent pas. Elles sont prises plutôt au sérieux. Ouais. Et bon, là encore, les lois un peu lâches permettent aux pratiquants de médecine alternative de se revendiquer docteur. Bah, tant mieux. Quand les règles évoluent, on va dire « Ah, mais ceux qui étaient docteurs avant, ils n'ont pas repassé des certifications. » Enfin, bref. Elle a fait combien de temps d'études? Parce que tu as dit qu'elle avait étudié pour devenir infirmière ostéopathe. Ouais, bah, sur le tard, oui. Enfin, elle n'est pas passée par une école, Ah oui, elle a pas fait... elle est pas bac+7, quoi. Non. Hmm. Non, en même temps, elle est persuadée que le jeune guérit tout. Si elle est bac+7, c'est que son université a failli. On sait jamais. On sait jamais. Là encore, le titre de docteur ne garantit pas le succès de chaque cure. Non, mais non. Au point qu'une habitante locale, qui s'appelle Daisy Haglund, va mourir dès 1908 après un jeûne de 50 jours. C'est beaucoup, hein, quand même, ceci dit, 50 jours. Elle Ouais. est assistante. C'est beaucoup. Au passage, ce qui est rigolo, c'est que son fils, qui a 3 ans à l'époque quand sa mère meurt, par une petite pirouette du destin, sera plus tard à la tête de plus de 25 restaurants de fruits de mer. Je ne sais pas si... Booba Gump. C'est un peu le Booba Gump de l'époque. Je ne sais pas si ça a un lien avec le fait que sa mère soit morte de faim. C'est possible, ça doit un peu traumatiser un enfant. Oui, peut-être. À sa suite, toujours en la même année, Ida Wilcox, elle va pas survivre à un jeûne de 47 ans. 47. Elle va pas survivre à un jeûne de 47 jours. Ouais, ce qui est aussi beaucoup. Ce qui est aussi beaucoup. Alors, c'est pas le jeûne qui les a tués. Non. Enfin, c'est pas la fin. Linda, elle le sait, parce que c'est elle-même qui va pratiquer les autopsies. Et elle va déclarer les causes de la mort, une crise cardiaque pour l'une et une attaque cérébrale pour l'autre. Bah ouais. Rien à voir avec le jeûne. Non. Elles étaient de toute façon condamnées. Voilà. Mais de toute façon, c'est pas la balle du pistolet qui tue. Ouais. C'est le trou dans le corps. C'est ça. Pourtant, elle a essayé de les soigner, hein. Avec une sorte de régime maison.
Elle commence les 10 premiers jours par 2 petits repas, puis un seul. Pas de viande, hein, bien entendu. Oui. Puisque d'après elle, les mangeurs de viande sont idiots, dégoûtants et suicidaires. Écoute, moi, je mange pas de viande, je suis pas suicidaire. Je pense que voilà, on a la preuve de. Puis on passe à un petit fruit par jour. Et on finit avec juste du bouillon de tomate ou d'asperges. Pas de la soupe, hein, du bouillon. Ah ouais, genre juste, tu fais bouillir des asperges, tu enlèves les asperges et tu bois l'eau, quoi. Exactement. Ça doit se sentir bon quand elle pisse. En fait, je sais pas, puisque la spécificité du jeûne de Linda Hazard, c'est que tu ajoutes à ça des lavements quotidiens qui vont parfois jusqu'à utiliser 10 litres d'eau. Et alors, délavement, par quel côté? Ah bah, pas par le côté qui mange. Ok. Tu peux trouver ça d'ailleurs dans son bouquin de 1908, Jeûner pour guérir les maladies, que tu peux commander encore aujourd'hui, je l'ai vu sur Amazon. Ça m'étonne pas. En 1909, ce sont Blanche Tyndall et Viola Eaton qui vont mourir du régime. Mais cette fois, c'est pas elle qui fait les autopsies. Et donc, les médecins qui font les autopsies se disent, tiens, je pense qu'elles sont mortes de faim. Rapport au fait qu'elles font 32 kilos. Ouais, c'est ça. Mais heureusement, dans le cas de Eugène Wakelin, on se dit, non, lui... Alors, on retrouve son corps décomposé sur la propriété des Hazard. Lui, on se dit, il est peut-être pas mort de faim, rapport au trou qu'il a dans la tête. Ce que je disais, c'est pas la balle qui tue. Bah non, un suicide, a priori. Il a dû manger de la viande. C'est ça. Ensuite, on va avoir Earl Enman, qui en 1911 va mourir de faim aussi. Et les journaux vont titrer La doctoresse tue un autre patient. C'est très laconique. Parce que là, on en est à 6. Je crois que là, on en est à 6, ouais. Ok, cool. Bon, le titre paraît un peu laconique. Hein. Oui, effectivement. Et il faut se rappeler qu'à l'époque, il n'y a pas de review des médecins sur Internet. Tu peux pas mettre one star. One star. J'ai trouvé que, bon, comme je suis mort... En fait, se renseigner sur Linda, c'est pas si facile que ça. Mm-hmm. Et donc, les patients continuent de venir. Ouais, il y a quand même un article dans le journal, quoi. Ouais, après, bon. Ouais, mais par rapport aux bouche à oreille... En plus, c'est un docteur. Ses patients viennent la voir volontairement, suivent sa cure volontairement. Est-ce que, si la cure échoue, on peut vraiment dire que c'est de la faute de Linda? Tout le monde est consentant dans cette histoire. Ouais, mais quand t'as un patient qui meurt du cancer, est-ce que tu dis c'est de la faute de l'oncologue? Parfois, la médecine, ça marche pas. C'est vrai, ce n'est pas une science exacte. Et c'est comme ça que le directeur d'un cabinet d'avocats, qui s'appelle Frank Southard, ou l'éditeur du magazine Alaska Yukon, qui s'appelle C.A. Harrison, vont y passer aussi. Et mourir? Oui. Ah bien. On va aussi voir disparaître un Anglais, qui s'appelle Ivan Flux, qui est venu aux États-Unis pour acheter un ranch. Bon, il est quand même passé par une centaine de lavements, notre ami, et il possède plus que $70 au moment où il meurt. Pour acheter un ranch, c'est pas beaucoup. Ouais. Soit il pensait que le ranch est pas très cher, soit il s'est passé des trucs avec sa fortune. En tout cas, il doit être vachement propre de l'intérieur. Je veux dire, ça couine quand tu passes le doigt. Hein. À ce moment-là, les autorités commencent à se dire que peut-être il faudrait aller voir ce qui se passe dans cette sur les hauts sauvages. Sur les hauts sauvages qui ont été d'ailleurs à ce moment-là renommés les Starvation 8, donc les hauts de la famine. Par hasard ou par les... Par les locaux. Par les locaux. Qui, bon... Comment ça... C'est à ce moment-là que les observateurs médicaux vont rencontrer un mec qui s'appelle Lewis Rader, qui est un éditeur, qui est un ancien législateur. Alors, j'ai pas réussi à savoir plus que législateur, donc je sais pas si c'est un député, un député local. Je sais pas, mais en tout cas, lui, il est aux portes de la mort. Mm-hmm. Mais les médecins viennent lui dire, genre, bon, qu'est-ce qu'on fait? Lui dit, non, moi, je continue. À tel point que il va voir avec Linda pour être déplacé dans un lieu secret pour plus qu'on vienne le faire chier. Et il va mourir peu de temps après, apparemment d'un prolapse de l'estomac. Oh, parce que donc un prolapse, c'est quand tu as tes organes qui sortent. C'est ça. Alors pour que l'estomac sorte,
Ouais, mais du coup, ça n'a rien à voir avec le jeûne. Non, sûrement pas. C'est... Ah, mais après, c'est peut-être pas sorti à l'extérieur, c'est peut-être juste En tout cas, l'estomac c'est qui s'est la retourné. cause de sa mort d'après Linda. Ah! C'est toujours elle qui fait les autopsies. Oui. Bon, apparemment, il faisait moins de 50 kilos pour 1m80. Summer body. Exactement. Donc, le jeûne, je vous ai donné la recette tout à l'heure, et le bouillon d'asperges, tout ça. Voilà. Arrive le cas des sœurs Williamson, qui est un cas un peu emblématique de Linda. Donc, c'est Dora et Claire, qui sont des orphelines d'un officier médical de l'armée britannique. Mhm. Donc, leur père est mort. Alors, elles sont certes hypocondriaques, mais elles sont surtout très riches. Ah! Ça aide. Donc, ça donne un peu à leur passion du voyage pour aller voir les médecins un peu partout dans le monde. Elles font le tour du monde des médecins pour essayer de se soigner de on ne sait pas quoi. D'accord. Et de passage à Vancouver, donc elles vont tomber sur le bouquin du docteur Hazard. Et là, elles vont être complètement conquises. Donc, elles vont écrire à l'Institut Hazard de thérapie naturelle. Puisque, bon, Starvation Heights, c'était pas... en termes de communication, c'était pas terrible. Mais sanatorium n'est pas encore fini. Donc, Linda va leur dire, bah, attendez, on va vous bosser par correspondance. Donc, elle leur prescrit une cure par correspondance à base de régime, forcément, et de ce que j'ai lu, des tampons à l'acide borique. Alors, des tampons... Des tampons vaginaux, oui. D'accord. À l'acide borique. Bon. Qu'est-ce qui peut mal se passer? La flore intime, je ne sais pas. Mais bien vite, de toute façon, Linda va leur dire de venir, parce que il faut qu'elle puisse jeter un œil sur elle, quoi. Puis il faut les laver. Enfin, les lavements, voilà. C'est ça. Elle va les faire venir dans un hôtel de Seattle pour qu'elle puisse s'occuper d'elle. Et justement, là, les lavements, avec elle, ils vont durer en général 2-3 heures. Ouh. Par jour. Ouh. Et donc, ça demande un peu d'aide. Donc, c'est bien qu'elle soit sur place. Mm. Au bout de 40 jours de jeûne, les deux sœurs sont un petit peu faibles. Ouais, tu m'étonnes. Bon, elles n'arrivent plus vraiment à ingurgiter le bouillon. Elles ont du mal à respirer. Dora commence clairement à délirer complètement. Preuve que la maladie est bien dans sa tête. Hein. Bah oui. Heureusement que le bon docteur était là. Et pour mieux les soigner, du coup, bah, on va les transporter à Olala. Bon, sur le trajet, elle va demander à Claire, qui est la plus jeune, vu que bon, la plus vieille, qui est responsable également de sa sœur, a plus tout à fait toute sa tête. Elles ont quel âge, les sœurs, là? Alors, j'ai pas l'âge là, je crois qu'elles ont genre 19 et 15 ans, un truc comme ça. Ah ouais, elles sont hyper jeunes en plus. Ouais, elles sont hyper jeunes et riches. Et... Mmh. Voilà, donc sur le chemin, elle lui fait signer un petit papier pour bien spécifier les honoraires journaliers. Mmh. Parce que c'est important, hein, après tout. Bah, c'est pas gratuit la médecine non plus. Bah, voilà, au passage, elle assure que son héritage, s'il y a un problème, ira au couple Hazard. Attends, elle a un prêt étudiant remboursé. Exactement, au cas où, pour la science. Ben oui. Et hop, elles arrivent à Starvation Heights, on les met au grenier de chez le couple, qu'on n'a pas encore tout à fait eu le temps de finir. Hein. Ouais, bon. Mais bon, le climat est sympa dans ce coin du pays. C'est ça, bon, il n'y a pas de fenêtre, c'est pas très grave. De toute façon, c'est pas comme si elles vont aller se balader beaucoup. Hein. Ouais. Et elles peuvent se focaliser entièrement sur leur cure, et aussi un peu de temps en temps signer les papiers que Linda leur montre. Claire va mourir le 18 mai 1911 d'une cirrhose du foie qui est due à un mauvais traitement qu'elle a pris quand elle était jeune. Bien sûr. Et on est arrivé au point que la nanny des deux sœurs, qui est arrivée de leur ancien pays, de Nouvelle-Zélande, en disant « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle ne reconnaît pas le corps. Ah ouais. Bah, en même temps, 40 et quelques jours de jeûne, oui. Donc, elle monte voir le docteur, genre what the fuck. Elle découvre que Dora, ils l'ont bougée, parce que maintenant qu'elle est toute seule, on la laisse plus toute seule dans le grenier, hein, ils l'ont mis dans une sorte de poulailler. Elle a perdu à peu près la moitié de son poids. Sachant qu'elle n'était pas obèse du tout avant. Mais, puis c'est la plus jeune? Ou c'est la plus vieille. Ouais, mais bon, enfin bon, c'est une adolescente quand même, quoi, toujours. Ouais. Elle s'étonne aussi de voir que la doctoresse porte les habits des filles. Il n'y avait plus que ça de propre. C'est ça.
toute façon, la soignante lui explique que bah non, ils ont signé des papiers, donc ils peuvent pas partir. C'est comme ça, écoute. Et voilà, c'est comme ça, et ce serait mettre les gens en danger d'arrêter la cure en plein milieu. Finalement, la nanny va se battre un peu, parce que c'est un peu plus qu'une nanny. Hein, oui, c'est leur... c'est aussi leur amie, tutrice, ils se connaissent depuis énormément de temps. Et elle va réussir quand même à trouver les arguments légaux pour réussir à faire sortir la jeune fille, qui fait un peu moins de 30 kilos à ce moment-là. Elle va quand même recevoir au passage la facture du séjour. $2 000. C'est $2 000, c'est $35 000 d'aujourd'hui. Ce qui, en termes de frais médicaux américains... Oui, finalement, c'est pas tant que ça. Finalement, c'est pas tant que ça. Puisque... Bon, ça, je suis pas sûr que ça coûte beaucoup. Ça leur a coûté très cher, mais... En eau pour les lavements, quoi. Bah attends, les asperges, ça coûte cher. Hein. Oui, c'est ça. Bah eux, ils doivent les bouffer. En plus, après, il faut les manger. Toi. Plusieurs chèques ont été faits en son nom et celui de sa sœur. Et là, elle a commencé à reprendre un peu de poids. Elle a commencé à retrouver un petit peu sa santé mentale. Et là, elle se dit... ouais, c'est louche. C'est louche. Et elle va aller voir le vice-conseiller britannique. Et en gros, la machine diplomatique britannique qui va se mettre en branle. Et là, les mecs vont dire « Wow, ouais, vous faites ce que vous voulez avec les Américains. » Mais les sujets de Sa Majesté, attention, on a quand même l'Empire britannique. Là, on peut vous écraser du bout de notre pouce. Ouais, la conséquence, c'est que le 5 août 1911, les autorités vont indiquer au docteur qu'elle est inculpée du meurtre de Claire Williamson. Enfin. Bon, ses amis influents vont faire en sorte qu'elle passe pas une journée en prison, hein, puisqu'ils vont payer sa caution de $10 000. Et effectivement, le procès qui commence en janvier 1912, c'est un peu l'attraction locale. Oui. Les jurés sont choisis au hasard parmi la liste électorale. Mm-hmm. Donc on est en 1912, les femmes ont le droit de vote depuis 1910, donc elles n'ont pas encore pu voter, donc les jurés, c'est que des hommes. Puisqu'on a... oui, ils ne sont pas encore sur la liste, c'est normal. Bon, voilà. Exactement. Et on va voir quand même défiler une centaine de témoins au procès, des officiels qui vont dire que Linda Hazard, elle n'a aucune qualification médicale. On va voir des preuves, des faux qui ont été faits, des trucs. Et en face, on a Linda qui crie au complot médical d'une profession qui cherche sûrement à garder la face devant les prouesses d'une thérapie alternative. Bien sûr, logique. Bon, certes. C'est l'establishment. Oui, non mais elle le dit. Ok, j'ai perdu quelques patients. Mais quel médecin n'en a pas perdu? Oui. Jetez-moi la première pierre. Voilà. Apparemment, ce qui est drôle, c'est que l'électricité va se couper au moment où le jury va donner le verdict. Bon, ça ne retardera pas les trucs très longtemps. Il n'y a pas une règle genre « Ah bah non !» pas possible, t'es président. Voilà, vice de forme. C'est fini. Non, elle va être reconnue coupable d'homicide. Donc pas de meurtre. Ouais. Apparemment, le fait que ce soit une femme a pas mal joué dans le verdict. Ok. Les gens se disent, non, une femme, elle a ça pas peut pu... pas tuer. Elle n'a pas pu préméditer ça. Il aurait fallu qu'elle pense avant, ou quelque chose comme ça. Elle est condamnée... Alors, c'est les peines américaines de l'époque, hein, donc elle est condamnée à 2 à 20 ans de travaux forcés. Alors, 2 à 20 ans? Ouais. Elle fera entre 2 et 20... Elle doit faire entre 2 et 20 ans de travaux forcés. Mais qui est-ce qui choisit? C'est l'administration pénitentiaire. Ah, d'accord. Elle va faire... C'est comme les voitures, c'est garantie 5 ans ou 10 000 km. Ouais, c'est ça. C'est 20 ans ou 10 000 cailloux. Bon. Voilà, tu choisis tes cailloux. Elle va faire immédiatement appel, ce qui la laisse libre. Oui. Et libre de continuer à exercer. Faut bien qu'elle vive. Oui. Et qu'elle mange. D'ailleurs, un nourrisson va mourir de faim sous sa supervision moins de 30 jours après sa condamnation. Et son sanatorium va rouvrir ses portes. Je veux dire. Son mari, il est toujours dans la combine ou... Oui, son mari. Alors, lui, globalement, je crois qu'il passe son temps à boire et de temps en temps aller à Seattle pour trouver des maîtresses. Une vie, finalement. Écoute. Mi-mars 1913. C'est le tour d'une veuve qui est un peu excentrique, un peu adepte de l'occultisme, de mourir à l'Institut de thérapie naturelle. Et comme cette veuve n'a pas de chance, ses diamants et bijoux ont aussi disparu. Le clou. Pas de bol. Bon, comme là, les gens se disent, bon, de toute façon, les Hazard, ils vont bientôt aller en prison.
C'est pas grave. C'est pas la peine d'enquêter. Un autre mec va mourir qui s'appelle Fred Eberson, mais lui, en fait, il a pas de chance, c'est qu'il est pauvre. Donc, il va pas mourir d'un jeûne de Linda Hazard, mais d'un jeûne qui est conseillé par un de ses disciples, qui coûte moins cher. Oui, mais qui, du coup, a pas le diplôme. Bah, c'est ça, le diplôme de jeûniste. Voilà. Ce sera le tour d'Ida Anderson, après la femme d'un banquier local, qui va mourir. Aussi de faim. Il y a des gens pour qui ça marche, qui vont mieux quand même, parce que Bah, alors, d'après Linda, oui. genre à son procès, il n'y a pas des gens qui viennent en disant ouais, moi j'ai jeûné pendant 3 jours, ça me fait du bien. Écoute, de ce que j'ai lu, non, je crois qu'il y a été plus. Enfin, mais les gens ont l'air à fond quand ils sont dedans, quoi. Tu vois, le mec, il a refusé qu'on lui arrête son jeûne, quoi. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'il y a aussi une question de je vais en chier, mais après, ça va aller tellement mieux. Le jour de Thanksgiving 1913, l'appel de Linda est rejeté. On lui donne 1 mois. On lui dit, bah, t'as 1 mois pour aller en tôle. Et du coup, le jour de Noël, bah, elle arrive à la prison. Genre, comme ça, sans escorte, sans personne. Elle vient taper à la porte, genre, bonjour, je viens me faire incarcérer. Les gens lui disent, mais Bah, c'est honnête en même temps. Mais oui, c'est honnête. Mais donc, bah, finalement, on va pas lui dire non. Écoutez, puisque vous êtes là. Bon, elle dit, bon, en revanche, je suis un peu épuisé par toutes ces histoires de procès, par ces quelques cures qui n'ont pas complètement bien fonctionné. Donc, elle va commencer par être mis un peu à l'isolement et elle va jeûner pour se remettre. Logique. Elle va sortir 2 ans plus tard. Ah oui, donc 2 à 20 ans, elle en aura fait que 2, quoi. Voilà, autant que son mari pour bigamie. C'est vrai. Alors qu'elle a tué... Ouais, là, elle en a une petite dizaine de personnes. Tranquille. Et le gouverneur de l'État de Washington va lui accorder son pardon à une condition, c'est qu'elle quitte le pays. Ok, je comprends pas bien la logique, mais ok, d'accord. Bah, allez, dégage. Juste barre-toi, s'il te plaît. Barre-toi. Et malgré les protestations de Linda, il va pas lui rendre sa licence de médecin. Oh, merde alors. Qu'elle avait acquis si durement. Bah oui. Donc la question se pose. Où va-t-on quand on veut promouvoir le jeûne ? Attends, je vais même reformuler un peu. Où va-t-on quand on veut promouvoir le jeûne, qu'on sort de prison pour homicide et qu'on n'a pas une thune ? À ton avis ? En 1915 ou 16 Ouais. Donc en pleine Première Guerre mondiale. Eh ben, la réponse pour Linda et Sam est venue pendant qu'elle était en prison, quand elle a été sollicitée par écrit, par quelqu'un qui était à fond, qui a lu ses bouquins, qui a dit « mais c'est génial ». C'est un libraire de Auckland, donc en Nouvelle-Zélande. D'où viennent les 2 sœurs sœurs, qui veut absolument qu'elles viennent et qu'elles viennent soigner les gens là-bas. Et il dit, bah, je suis même prêt à vous soutenir financièrement pour votre voyage, votre installation. Venez, on a besoin de vous. Ok. En vrai, qu'elle va à l'autre bout du monde, quoi. Littéralement. Voilà. Donc, elle part en Nouvelle-Zélande. Elle va y passer 5 ans avec son mari. Alors, on ne sait pas vraiment ce qu'elle fait sur place. Ce qu'on sait, c'est qu'elle va continuer à exercer. En 1917, elle va publier un bouquin qui s'appelle « Le régime dans les maladies et les purges systémiques ». Et ce qui est sûr, c'est qu'elle va avoir beaucoup de succès chez les Kiwis. Ah ouais ? Combien il y a de morts ? Alors, j'ai pas trouvé de mort en Nouvelle-Zélande, mais apparemment, elle va y gagner beaucoup d'argent. Ce qui va lui permettre déjà de racheter sa propriété de Starvation Heights et de remettre en fonctionnement le sanatorium, même si elle le fait de loin. Et d'ailleurs, en 1920, il retourne aux États-Unis et le Dr Hazard est back in business. Ah ouais, donc le gouverneur de Washington, il a dû changer entre-temps, je suppose. Ouais, et puis bon. C'est pas une condamnation hyper... Ouais, voilà, et puis on est toujours le Dr Hazard, hein. Ouais. Parce que... Non, c'est un bon nom pour un docteur. Le couple va aussi se refaire un peu une virginité, parce que maintenant, ils sont un peu plus riches. Donc, à Olala, ils vont participer à faire construire des routes, à améliorer les routes. Ils vont faire venir l'électricité aussi. Ouais, c'est important. Bah ouais, on est en 1915 quand même. 1920, ouais. Oui, 1920. Donc... Oui, c'est pas mal, bon. Bah non, mais c'est un peu tard pour... Oui, mais...
Ouais, ma question, c'est pour jeûner, est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir de l'électricité? Ah non, mais là, on change de statut. Ah oui, oui, c'est vrai. Si tu veux, le sanatorium, maintenant, c'est une magnifique école de santé qui est haute de 3 étages. C'est le plus beau bâtiment du coin. Hein. Enfin, apparemment, les locaux, quand ils avaient des amis qui venaient leur rendre visite et tout, ils disaient « Ah, attends, je vais te montrer un truc ». Et ils faisaient des balades autour. Ils vont visiter le sanatorium. Ils passent à côté, ouais. En même temps, moi, j'allais visiter des sanatoriums quand j'étais petit. Il y a un très beau sanatorium du côté de Dunkerque. Oui, mais qui est un monument historique maintenant. Oui, c'est ça. Dans les dunes, enfin bref, comme partout à Dunkerque, de toute façon. Ah oui, dans le sanatorium, elle a sa propre salle d'autopsie, hein, c'est important. Il faut faire avancer la science quand même. C'est ça. Mais ça va pas complètement réconcilier Linda et le monde médical officiel. Il lui en veut toujours un petit peu. En 1922, elle va se rendre en Californie pour aider une malade chronique. Mm-hmm. Et là, elle est arrêtée pour pratique illégale de la médecine. Ah, enfin, les mecs, ils se disent, il faut un peu réguler cette histoire, quoi. Les Californiens, à la limite, eux, c'est la première fois qu'ils la voient. Ah ouais, putain, mais c'est à cause de ce con d'état fédéral. Oui, c'est ça. Mais on se dit, bon, pratique illégale de la médecine, mais bon, allez, casse-toi, retourne chez toi. Donc on la laisse repartir. Ah ouais, on lui met même pas une amende ou... Non. Non. Elle va se faire arrêter pour le même motif, là dans l'État de Washington, cette fois après qu'un fermier qui a jeûné pendant 84 jours soit mort. 84 jours? Ouais. Mais comment c'est... Apparemment, le mec était un peu une force de la nature au début. Tu m'étonnes, ouais. Nouvelle enquête, mais cette fois, la punition tombe. $100 d'amende. Elle va écrire en 1927 un livre qui s'appelle « Les clés modernes et anciennes de la santé ». Mais son activité va commencer un peu à ralentir. Alors, les clés anciennes de la santé, pour qui a un petit peu lu des trucs d'histoire, c'est quand même pas fou, hein. Le jeûne. Écoute. Oui, certes. Elle ne fait plus trop parler d'elle dans la presse et apparemment, on n'a pas de mort à déplorer à partir de 1927. Enfin, officiellement en tout cas, parce qu'il y a quand même un petit flou sur ce qui se passe là-bas. Il y a des gens qui rentrent au sanatorium mais qui n'en sortent jamais, quoi. Alors, j'ai pas trouvé de nom, j'ai pas trouvé et les gens disent, a priori non, mais on peut pas en être complètement sûr. En mai 1935, nouvelle catastrophe, l'école de santé est en flammes. Oh. Apparemment, c'est son mari qui a fait tomber une bougie quand il était bourré. Le bâtiment est réduit à néant, malgré l'aide du voisinage. Et là, on s'aperçoit que la vie a commencé à prendre un peu à poser ses marques sur Linda, parce que elle a 59 ans à l'époque, mais on a l'impression qu'elle a beaucoup vieilli. En même temps, si elle a appliqué sa propre médecine. Là, elle a l'air un petit peu absente, elle a l'air un peu confuse de tout ce qui se passe. Donc on se pose aussi quelques questions sur son bien-être mental. À partir de ce moment-là, les patients vont être cantonnés au petit cottage qu'il y a sur la propriété. Le docteur Hazard est, en 1936, à nouveau arrêté pour pratique illégale de la médecine. Oui, du coup. Bon, là encore, on l'arrête, mais il ne se passe pas grand-chose. On lui file une amende au moins, un truc? Enfin, non. Non. Rien. On lui... Je sais pas. On le rappelle à la loi. Ouais, attention. Vous n'êtes pas vraiment docteur, vous n'avez pas le droit. En 1938, Linda tombe malade. On ne sait pas exactement ce qu'elle a eu comme maladie à ce moment-là, mais en tout cas, le remède paraît évident. A priori. Elle entame un jeûne, et finalement, c'est ce jeûne qui vraisemblablement lui sera fatal, puisqu'elle va mourir à Olala, dans son lit, en juin, a priori de faim. Tranquille. Finalement, j'ai un peu du mal à me faire une idée sur qui est cette personne. Un monstre? Est-ce qu'elle est... Alors, elle a un côté où elle aime l'argent. Oui. Mais je sais pas si elle... J'ai pas réussi à comprendre si elle tuait volontairement les gens ou pas. Il y a un moment donné où quand ça fait 50 jours que tu files de l'eau vaguement au goût d'asperge à des gens, tu sais qu'ils vont mourir. Hein. Enfin... ou alors, c'est que t'es vraiment persuadé que ça va marcher. À la limite, la première fois, avant le premier mort, tu te dis, ok, ça va marcher, mais là, il y en a eu combien des morts en tout? 18. Ouais, 18...
Je veux dire, une fois, c'est un Sur- accident, 2 fois, c'est une coïncidence, la 3e fois, tu Ouais, commences à mais te dire qu'il y a un problème, quoi. alors, j'ai pas eu son nombre total de patients, mais elle a pas soigné que 18 personnes. Ils sont pas tous morts. Il y en a qui Ouais, ont ouais. survécu à sa cure et qui devaient aller mieux après, j'imagine. Bah, s'ils avaient Et un rhume, puis, en même temps, quand ils sont arrivés... là, et puis tu vois, elle s'est dit, quand elle tombe malade, pareil. Moi, Oui, j'applique mon propre... je fais un jeûne et elle en est morte Mhm, aussi. mhm. Et ce que je trouve qui est important à retenir aussi, c'est surtout, je pense qu'on aurait peut-être pu l'arrêter avant qu'elle tue 18 personnes, au moins. Bah ouais, 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 ouais. Dès les premières fois, en fait. Parce qu'en plus, même les bijoux qui disparaissent et des trucs comme ça, tu vois, à un moment donné, tu fais une enquête, quoi. Ouais, l'histoire, pour moi, de Linda, c'est aussi toute la faillite d'un système, alors, qui n'était pas encore très bien établi à l'époque, mais c'est clairement des gens qui s'en foutent, enfin, Ouais. qui n'ont pas su ouvrir les yeux, qui n'ont pas agi. Ce qui est marrant, c'est qu'on pourrait se dire ils s'en foutent parce qu'elle tue des pauvres, mais non, elle tue des banquiers. Ouais, alors elle tue beaucoup des bonnes femmes, hein, quand même. Oui, c'est peut-être pour Et ça qu'on puis s'en fout, mais bon. on peut comprendre leur remède un peu bizarre. Ouais, Enfin, tu sais, elle croit à tout, hein. c'est bien connu. C'est bien connu. Et je trouve que c'est en ça aussi que son cas peut faire écho à des choses qu'on voit aujourd'hui. Le fait est que j'ai essayé de trouver une blague sur Raoul depuis le début. Ben, je suis pas en train de dire que le régime alimentaire a pas d'impact sur la santé, mais avant de lui prêter des vertus, il faut peut-être d'abord les démontrer. Mhm. Et aujourd'hui, tu dis que ceux qui prétendent qu'on peut guérir le cancer en buvant des jus de fruits, par exemple, Ouais, bah, peut-être qu'il faut se poser la question avant. oui, de laisser quelqu'un faire ça. Effectivement, effectivement. Oui, c'est ça. C'est juste les médecines alternatives. C'est pas toujours juste des trucs, bon, au pire, ça marche pas, quoi. Mais ouais, ça peut être dangereux. Enfin, t'as à la fois le côté un peu emprise mentale, bon, le côté dérive criminelle, certes, mais Ouais, ils sont pas tous comme ça, je veux dire. non, ils sont pas tous comme ça. Mais à un moment, il faut se poser la question de est-ce que ça marche ou pas? Et c'est difficile de se dédouaner en disant bah non, bah, attends, chez les médecins, ça marche pas non plus. Écoutez, il y a des gens qui meurent Euh, sur la table de chirurgie, donc donc, chez moi qui soigne le cancer avec des cailloux. je veux dire, bah voilà, cette fois-ci, ça n'a pas marché. Donc voilà, merci Pomme pour m'avoir lancé sur cette joyeuse Ouais, ouais, ouais. On va quand doctoresse. même rappeler, c'est ma copine qui m'en parlait ce matin, que l'anorexie est la 2e maladie mentale qui tue le plus aux États-Unis, Oui. que c'est grave comme maladie, que ça se soigne chez des vrais médecins, et que le jeûne, c'est à pratiquer avec circonspection. Oui, mais j'ai survolé très très rapidement les papiers scientifiques sur le jeûne. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de vrais bénéfices prouvés de façon plus que dans les magazines Ouais. un petit peu grand public. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose, si on regarde la vraie littérature scientifique, il n'y a pas beaucoup d'articles qui établissent vraiment des bénéfices en termes de perte de poids ou en termes de... Alors, en termes de perte de poids, je pense pas du tout. En revanche, bah, moi, qui ai fait un petit peu de jeûne à Oui, l'époque, de toute façon, pas plus de 3 jours, quoi. oui. Déjà, 3 jours, c'est dur. Donc, pas plus de 3 Oui, mais jours. c'est parce que tu n'avais pas d'asperges. Oui, mais alors, j'aime pas l'asperge. C'est peut-être ça le problème. Bah voilà. Pas plus de 3 jours et à 84 jours, c'est beaucoup trop. Ouais, ouais, ouais. Clairement, clairement, c'est beaucoup trop. Non, mais c'est marrant parce que les mecs qui font des grèves de la faim, bah, généralement, ils s'arrêtent à 30 jours. Enfin, ils s'arrêtent ou ils meurent. Ouais, mais c'est parce qu'ils n'ont pas les lavements de 10 litres dans C'est le peut-être rectum. ça. C'est peut-être ça. Effectivement. En fait, c'est peut-être ça qui marche. Les lavements. Écoutez, Alors, on n'est pas médecin, ne prenez pas vos conseils médicaux dans des podcasts, non. mais après, si vous voulez essayer, dites-nous. Racontez-nous. Si vous êtes adepte du lavement, Voilà. racontez-nous. Dites-nous On adore apprendre des choses. Oui, c'est pour ça qu'on est là. Bon, passons à autre chose. Sans transition. Sans transition, il va y avoir beaucoup plus de morts, mais enfin bon, c'est la guerre, quoi. Oui. Ouais, aujourd'hui, j'ai décidé de te parler d'un pays de désert infini, où les caravanes rêvent et flânent, et où pendant ton sommeil, les serpents t'ensorcellent. Mhm. Ça, c'est du Laurence d'Arabie. Non, c'est les premières paroles du début d'Aladin. Ah.
la chanson Les Nuits d'Arabie. Parce qu'on va parler d'Arabie. D'accord. Parce que je me suis rendu compte que justement, Aladdin, c'était pas une source très fiable par rapport à l'histoire de l'Arabie, et parce que j'ai un copain qui a passé quelques jours, enfin une semaine ou deux même d'ailleurs, à Dubaï il y a pas longtemps, Ouais. qui est sur la péninsule arabique, qui n'est pas en Arabie Saoudite, mais Qui est très représentative, j'imagine, de la vie des habitants locaux du 19e. Ah oui, clairement, clairement. Non mais alors, on va voir, parce que Dubaï, c'est une exception sur la péninsule arabique. Mais donc, il m'a dit, mais tu sais que, justement, Dubaï, la richesse de Dubaï ne vient pas du pétrole. Et que c'est le seul pays du coin. Et donc, je me suis dit, ah bah tiens, je vais chercher pour voir un Ils ont petit du peu. gaz, non? Non, non, non. Oui. Enfin, alors, ils en ont, oui, un petit peu, mais la richesse de Dubaï, on va le voir, ne C'est de repose pas l'alcool. sur le pétrole ou le gaz. Donc, j'ai décidé de creuser un petit peu. Déjà, je me suis rendu compte que Aladdin, ça pouvait pas être une bonne source, parce que dans le conte original, Aladdin, il vient de Chine. Ah. Donc, voilà. Bon. Mais Ils ont tout inventé. ils ont tout inventé, même Aladdin. Alors, bon, il n'est pas forcément chinois, mais en tout cas, il vit en Chine. Bref. Oui, bah à l'époque, tu sais, les migrants. Puis après, qu'est-ce qu'est la Chine aussi à l'époque? Oui. Excusez-moi. Bon, D'ailleurs, de quelle époque on parle? oui. Alors, cela dit, Aladdin, ne fait pas partie du corpus original des Mille et une Nuits. Ça a été traduit en français au 19e siècle. On n'est pas bien sûr que la source Bon. date de vachement avant. Bon, bref, qu'importe. Le sujet n'est pas là. Commençons par le commencement. Pour parler d'Arabie, il faut parler un peu de son histoire avant de parler des Saouds. Donc, on va remonter à la période que je préfère, le néolithique. Exactement. Allez. Alors, à l'époque, en fait, il y a pas mal de monde en Arabie, notamment parce que ce n'est pas un désert. Avant le dernier gros changement climatique, l'Arabie était assez verdoyante. Il y avait des lacs et tout, et donc des gens qui ont peuplé ce pays. Ils sont passés par là. Enfin, Alors, qui étaient plus ou moins sédentaires, parce qu'on est au néolithique. et c'est par là qu'on passe, de toute façon, non? Pour faire le pont entre l'Afrique et Et l'Europe. l'Europe aussi, c'est pas faux. Qu'à un moment... Et Non, l'Asie aussi, oui. ouais, et l'Asie. Enfin, ça fait un petit détour quand même. Oui. Dans les jeux vidéo, c'est le coin où tu passes, où il y a un trésor au fond, quoi. Mais Oui. c'est pas par là que tu finis la quête, quoi. Bon, sauf que fin du néolithique, donc fin de l'ère glaciaire, le pays se désertifie Mhm. et les populations migrent vers le croissant fertile et les lumières de la civilisation, Babylone, tout ça, tout ça. Du coup, dans l'Antiquité, l'Arabie est divisée en 3 zones. L'Arabie pétrée, au nord, qui tire son nom de Pétra. Donc, en gros, c'est pas très loin. Hein. Donc la Jordanie, tout ça. Voilà. Qui sera donc l'Arabie pétrée, donc c'est le nord, c'est pas l'Irlande, hein, question verdure, mais c'est assez hospitalier quand même. Ouais, mais attends, question terre brûlée. Si on parle d'Irlande. Un peu plus. Mais donc ça va être conquis successivement par les Babyloniens, les Perses, les Grecs, les Nabatéens, les Romains. Bon, alors pas forcément dans cet ordre-là, mais... Les Mèdes. Oui, voilà, Je sais un pas. peu l'endroit qu'on conquis, quoi. Bien, bien, bien. Ensuite, on a l'Arabie désertique, au centre, qui, comme son nom l'indique, c'est pas le coin le plus accueillant du monde. Hein. C'est joli, cela dit, les déserts du coin. Oui, alors, au nord, on a le désert du Nefoud, qui isole un petit peu l'Arabie désertique de l'Arabie pétrée. Au sud, on a le Rub al-Khali, le quart vide, littéralement, le plus grand désert de sable du monde. Un des endroits les plus arides du monde. Donc, Il n'y a pas grand-chose. beaucoup de sable. Mais du sable dont on ne peut pas faire de béton, donc qui ne sert pas à grand-chose. Et On peut faire Paris-Plage avec, non? Oui, sûrement. Oui, peut-être. Au centre de l'Arabie désertique se trouve le plateau du Nejd, dont on va pas mal parler, qui est le berceau des Bédouins, qui, quand ils arrivent à s'unir, ce qui est assez rare, on va le voir, envahissent un petit peu l'Arabie pétrée, l'Égypte, enfin bon, ils font des raids, quoi. D'accord. Ah, ils sont un peu sur leur plateau, et puis de temps en temps, ils vont aller piller autour. Oui, voilà. C'est des nomades, déjà, donc ils ont l'habitude de bouger, ils ont l'habitude de se battre, voilà. De temps en temps, ils s'unissent, au lieu de se battre entre eux, ils vont se battre ailleurs. La vie de bédouin. La vie de nomade, finalement, c'est pas les seuls qui font ça. À l'ouest du Nejd, on a les montagnes du Hedjaz, dont on va reparler aussi, qui isolent un petit peu aussi cette partie de la mer Rouge, qui pourrait être un lien vers le reste du monde.
Parce que la mer Rouge, enfin plus ou moins le littoral de la mer Rouge, appartient à la zone sud de l'Arabie qu'on appelle l'Arabie heureuse, qui correspond plus ou moins au Yémen et à Oman actuellement, qui bénéficie d'un climat beaucoup plus humide, notamment parce qu'il y a la mousson qui passe par là. Mhm. Donc en fait, on peut irriguer. On peut cultiver des trucs, du On coup. peut cultiver des trucs, du coup, Autre- c'est vachement mieux. Autre que du sable. Voilà. On se sédentarise, du coup, vachement plus là-bas. On va y construire le plus vieux et le plus grand barrage hydraulique de l'Antiquité. Ouais, mais du coup, j'imagine on décade. À partir du moment où on se sédentarise. Alors, plus ou moins, quoi. Tu vois, il y a beaucoup de petits royaumes, en fait, qui vont naître et mourir dans ce coin-là. Le royaume de Saba, notamment. Donc, la reine de Saba, elle vient de là. Le royaume de Himyar, le royaume de Kinda. En fait, en dehors du climat qui est un petit peu Kinda plus... qu'on voyait jamais venir quand ils se battaient. Non, c'était pas Kinda Surprise? Alors, ça se prononce sûrement pas comme ça, hein. Bon, en même temps, ça date de l'Antiquité. Oui. Donc personne ne sait comment ça se prononce. Ouais, donc en dehors du climat qui est un petit peu plus clément, en fait, on est à l'embouchure de la mer Rouge, à l'ouest. À l'est, on est à l'embouchure du golfe Persique. On a l'océan Indien. Donc, en fait, c'est au carrefour de toutes les routes maritimes qui vont de l'Inde vers le Moyen-Orient et l'Europe. Donc, en fait, on profite de ça aussi, hein. Oui. C'est bien. Donc, ouais, ces différents royaumes-là qui vont successivement se prendre les uns les autres. Certains vont s'étendre un peu vers le Nejd, certains vont s'étendre vers l'Afrique, vont conquérir des terres en Éthiopie notamment, qui est en face, vont avoir une certaine importance dans le commerce des épices, de l'encens, des esclaves aussi, parce que, voilà. Pendant plus ou moins toute l'Antiquité, même si, voilà, ils ne font pas non plus impacter la géopolitique mondiale. Oui, c'est par rapport à Rome, Ouais. c'est pas la même ampleur, quoi. Non. Ou l'Égypte, qui est pas très Oui, loin. qui est à côté. Non, c'est pas... Ou les Perses, ou tout ça, non. Bon. Mais ils vont faire du commerce. Puis la reine de Saba, elle est dans la Bible, quand même, donc, Oui. finalement. Je veux dire, moi, je suis pas dans la Bible, par exemple. Hein. Donc, on parle pas beaucoup, beaucoup de l'Arabie hein, dans les textes historiques, jusqu'au 7e siècle, où, en Arabie, apparaît une nouvelle religion. L'islamo-gauchisme. Voilà, tout à fait. Bon, alors, le problème, c'est que les premiers musulmans et les différents revivals au cours des siècles de l'islam des premiers temps, un petit peu radical, tous ces gens se sont un peu évertués à détruire toute trace de civilisation pré-islamique. Oui. Donc, on ne sait pas bien ce qu'il y avait juste avant le 7e siècle. C'est-à-dire qu'il reste des trucs un petit peu antiques, notamment dans l'Arabie heureuse. Ouais, des ruines. De villes qui ont été abandonnées, donc c'est au milieu du désert, on s'en fout, mais dans les villes, les oasis notamment, qui ont perduré, oui. qui ont perduré, on a un peu tout détruit. Donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé avant, mais... C'est un peu ce que font les religions en général, Oui. de tout détruire ce qui s'est passé avant et de faire comme si ça n'avait jamais existé. Voilà. Mais là, ça a été visiblement un peu systématique. Donc, en dehors des sources islamiques, donc de ce que dit le Coran et les hadiths sur ce qui se passait en Arabie avant l'avènement de l'islam, on ne sait pas trop. On est même... Ça doit être assez laudatif, j'imagine. Ah bah alors, plus ou moins, parce qu'en gros, la tradition islamique dit qu'en Arabie, avant Mahomet, les gens sont polythéistes, païens, et que Mahomet arrive et dit non, il y a un seul Dieu, c'est Allah, et donc ça change tout. Oui, mais donc j'imagine que quand il parle des polythéistes païens, c'est pas le phare de la civilisation moderne. Non, non. C'est justement pour faire la différence avec après, une fois qu'il y a l'islam. C'est ça, ils mangent des enfants. Ouais, plus ou moins. Enfin, c'est des païens, quoi. Ils font des sacrifices. Ils téléchargent illégalement, des gens à qui on peut pas faire confiance. Voilà, tout à fait. En pratique, on n'est même pas bien sûr que la Mecque ait été plus qu'un espèce de petit campement d'étape relais sur le chemin des caravanes avant l'avènement de l'islam, notamment parce que la Mecque s'est pas construite sur une oasis. Il y a une source d'eau à la Mecque, c'est assez élevé dans la montagne, mais c'est pas une oasis. Donc en fait... Pourquoi il y aurait eu des gens? Il y a une source, quoi, mais donc c'est une étape, quoi. C'est une aire d'autoroute, quoi, plus ou moins, avant qu'il se passe vraiment des choses, quoi. On pense quand même que, les historiens s'accordent plus ou moins pour dire que les populations arabes qui vivaient sur la péninsule arabique avant l'Hégire, donc avant 622,
en fait, d'être polythéiste devait surtout pratiquer soit le judaïsme, soit le christianisme de façon un petit peu lâche. Ouais, donc le monothéisme, c'est pas un truc radicalement nouveau pour eux. Ah non, c'est pas pour rien que l'islam parle beaucoup de Jésus, d'Abraham, de choses comme ça. En fait, il met au goût du jour des choses qui existent déjà. Dans les royaumes que j'ai cités avant, il y en a certains qui sont des royaumes juifs, où le roi est juif et toute la population doit se convertir au judaïsme. Oui, et puis l'Éthiopie, par exemple, est restée un royaume juif assez longtemps. Ouais, il reste des Ou en tout juifs cas, éthiopiens. avec une tradition juive forte. Ouais. Et les chrétiens, c'est des nestoriens, principalement. Alors, comme c'est quand même un peu lâche, hein, que les Bédouins, pendant qu'ils sont dans le désert, bon, bah, ils n'ont pas quelqu'un qui leur fait le L'Inquisition. catéchisme ou l'Inquisition. C'est un petit peu... Bon, les rites sont pas hyper suivis, hyper strictement, mais bon, voilà. Et puis les nestoriens, ils sont un petit peu cool, non? Avec le... Alors, c'est des histoires d'unicité de Jésus, tout ça. On en a déjà parlé. Avec Guillaume de Rubruck. C'est ça. Je sais plus, c'est est-ce qu'il est Dieu et homme ou à la fois Dieu et à la fois homme enfin, ouais, c'est un truc comme ça. Je sais plus. Je suis pas c'est allé un truc creuser. sur la nature de Jésus, oui. Ouais. Bon, mais bref, 622, donc c'est l'Hégire. Mahomet fuit la Mecque pour Médine, qui est un peu plus haut, toujours dans le Hedjaz. Hein, donc tout ça, c'est dans les montagnes du Hedjaz. Accompagné des premiers musulmans, il va reprendre la Mecque en 630 et à sa mort en 632, ses successeurs, les califes, les commandeurs des croyants, vont unir les Bédouins dans la nouvelle religion et alors unifier la péninsule pour la première fois, toute la péninsule, et puis très vite, sous la direction des Omeyyades d'abord, ils vont envahir le Moyen-Orient, le Maghreb, l'Espagne, la Perse, bon, bref. On en parlera sûrement un jour dans un autre épisode. Ça se répand assez vite, hein, cette histoire. Ils sont plutôt efficaces. Startup Nation. Ouais. Donc l'Arabie aurait pu devenir le centre du monde, finalement, puisque c'était le berceau de cette nouvelle religion qui a permis toutes ces conquêtes. Mais... La Nouvelle Jérusalem. Voilà. Mais comme ça reste quand même principalement un désert, hein, l'Arabie. Du coup, c'est pas hyper facile d'accès. Oui. C'est pas hyper accueillant non plus comme ça climat. Ça fait pas rêver les gens. Non, les califes omeyyades vont préférer s'installer à Damas, en Syrie, très vite, et leurs successeurs, les abbassides, vont s'installer à Bagdad, au 8e siècle. Oui, Bagdad, c'est mieux. T'es entre Tigre et l'Euphrate. Bah oui, je veux dire, à l'époque, c'est vachement mieux. Ouais. T'as des fleuves. Bon, il se trouve que Bagdad n'aura pas l'histoire la plus joyeuse de toutes les villes. Non, mais ils ne pouvaient pas le savoir quand ils s'y installent. Tapez massacre de Bagdad. Vous allez voir le nombre, le nombre de fois où la ville se fait complètement défoncer. Enfin, c'est assez hallucinant. Ouais. Oh, 38 000 morts. Oh, 80 000 morts. On en a parlé avec Babou. C'est Babou. Tamerlan qui détruit Bagdad 2 ou 3 fois. Mais Gengis Khan aussi. Oui, bah oui, tout le monde. Et donc, bref, au 8e siècle, l'Arabie redevient un peu le coin de désert dont tout le monde se fout un petit peu, à part pour le Hedjaz, donc, grâce aux villes saintes de Médine et de la Mecque, et du pèlerinage, mais qui, au 8e siècle, se fait pas non plus énormément parce que c'est dur de voyager. Oui. Reste le Yémen et Oman qui continuent à profiter de leur position géographique. Très bien. À la chute des Abbassides, c'est Saladin qui va prendre le contrôle de la région, puis les Mamelouks d'Égypte, qui ils sont pas loin, donc vont régner surtout sur le Hedjaz. Et puis en 1517, le Hedjaz et le Yémen tomberont sous la coupe des Ottomans, tandis que les ports d'Oman seront conquis par les Portugais. Qui, en chemin vers l'Inde, vont dire « Hey, on pourrait s'arrêter là sur le chemin, ça serait cool. » Un point d'étape, il y a de l'eau, il y a un peu d'agriculture, on peut recharger les bateaux. C'est pratique, c'est très pratique. Bon, au XVIIe siècle, les chiites cassimides vont libérer le Yémen et les Yaroubides, qui est une autre, c'est des dynasties, hein, tout ça, vont chasser les Portugais d'Oman. Au XVIIIe siècle, le sultanat d'Oman va contrôler quand même les côtes de l'Afrique de l'Est jusqu'à Madagascar. Oui, quand même. Ouais. Les deux rives du détroit de Hormuz, donc ils auront des terres en Iran. Les Émirats arabes unis jusqu'au Qatar. Ça sera la principale force maritime dans l'océan Indien jusqu'à ce que les Anglais s'y mêlent. Vraiment. Enfin, la compagnie des Indes. Voilà. En fait,
Les Anglais, d'abord. Alors, les Anglais et la Compagnie des Indes, hein, c'est un peu mêlé. On est au XVIIIe siècle, hein. Enfin, début XIXe. Début XIXe, d'abord, pour affaiblir le sultanat d'Oman, ils vont armer les révoltes du sultanat de Zanzibar, qui était donc vassal d'Oman, et puis qui se révolte, et puis voilà. Non, ils avaient plus que l'île. Parce que Zanzibar, c'est une île, oui, c'est une île. Zanzibar, mais c'est quand même vachement plus près des côtes. Oui. C'est plus pratique de contrôler les côtes depuis Zanzibar. Le sultanat de Zanzibar, au XIXe siècle, va contrôler une partie de la côte est de l'Afrique, D'accord. et notamment le trafic des esclaves, là-bas. Ensuite, les Anglais vont détruire les ports de la côte des pirates. Alors, la côte des pirates, c'est... Laquelle Laquelle Alors, la côte des pirates, dans le coin, c'est ce que maintenant on appelle les Émirats arabes unis. Mhm. En fait, il y a effectivement des pirates qui vivent là. Mais enfin bon, voilà, c'est une mer, c'est un coin de passage. C'est comme le comme un peu partout dans la mer. Oui, voilà. Puis c'est le golfe Persique, hein, donc c'est quand même pratique pour ramener des marchandises depuis l'Inde ou l'Asie vers le Moyen-Orient. En fait, ils vont envoyer une vraie force navale pour mater les pirates et les forcer à signer une trêve maritime perpétuelle, ce qui créera les États de la trêve, qui deviendront les Émirats arabes unis. Et enfin, ils vont acheter le port d'Aden, au Yémen, qui, quand ils l'achètent, est un petit port de pêcheurs qu'ils vont transformer en gros port de commerce. Ce qui leur permet, finalement, donc, de créer un protectorat britannique sur le Yémen, Oman et les Émirats arabes unis, qui va durer jusqu'en 1971, quand même. Alors, c'est qu'un protectorat, hein, c'est pas non plus le Raj britannique comme en Inde. C'est ça, il y a une indépendance relative. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tant que les Anglais contrôlent les ports et que les pirates arrêtent de pirater, ou en tout cas, pirate pas les Anglais. Les Anglais. Tout se passe bien. En fait, certains historiens pensent que la Compagnie des Indes orientales, elle a largement exagéré l'activité des pirates de la région à l'époque, pour forcer la Royal Navy à intervenir. Bon, il y en a quand même eu des pirates arabes. Il y en a un célèbre, Rama ibn al-Jabir al-Jalkami, qui a commandé jusqu'à 2000 hommes, quand même, depuis son navire amiral, le Al-Manowar, qu'il a dû piquer aux Anglais, ou qu'on lui a donné. Oui. C'est pas bien sûr, parce qu'en fait, il a travaillé pour les Anglais, quand même, à une époque. En fait, de pirates, c'est surtout des guerres intestines entre clans qui, puisqu'ils sont sur le littoral, le font dans la mer. Bon, enfin bon, voilà. Mais bon, il est décrit avec un bandeau sur un œil, parce qu'il a perdu un œil, il est couvert de cicatrices, il a une main qui est... qui n'est pas coupée, c'est pas un crochet, mais qui ne peut plus bouger. Il a un perroquet sur l'épaule. Limite, ouais. Et il boit du rhum. Ah non. Alors, non, sûrement pas du rhum, quand même, parce qu'il reste musulman, le mec. Et apparemment, il se serait fait sauter avec son navire plutôt que de se faire capturer. De toute façon, il lui restait plus grand-chose, apparemment. Il avait quand même perdu beaucoup de boue, quoi. Entre son œil, sa main... Oui, apparemment, il est vraiment couvert de cicatrices. Non, mais il travaille pour les Anglais à la fin de sa carrière, mais donc il a encore une guerre intestine, et puis il est sur le point de se faire choper par son cousin, je crois, ou son neveu, un truc comme ça. Et il préfère se faire sauter que son fils. Bon. Je sais pas si le fils avait demandé à être là pour sauter. Pas complètement d'accord, mais enfin voilà. Bref, il est possible que l'honorable compagnie ait menti pour se débarrasser de la marine marchande d'Oman et des pays du coin, pour pas avoir de concurrents, quoi, finalement. C'est ça, c'est que le monopole... C'est mieux. Mais bon. Revenons au centre de la péninsule. Donc depuis le XVIe siècle, officiellement, c'est les Ottomans qui sont les maîtres de la région. Sauf qu'en pratique, leur contrôle est surtout militaire, hein, les Ottomans, notamment parce qu'il n'y a pas grand-chose. Donc ils contrôlent le Hedjaz militairement, mais les affaires courantes sont laissées au shérif de la Mecque, qui est choisi par la Sublime Porte, quand même, pas non plus... laisse pas n'importe qui être shérif de la Mecque. Pour être shérif de la Mecque, cela dit, il faut faire partie de la dynastie des Hachémites, qui sont descendants directs de Mahomet. Alors, bon... on a perdu les papiers, mais... il s'est passé 1000 ans, donc on n'est pas bien sûr, mais bref, ils sont censés être les descendants directs. De toute façon, il y a eu combien de femmes, combien d'enfants Mahomet? Alors, il a eu plusieurs femmes, mais alors, il y en a qui sont mortes. Enfin, sa première femme est morte avant qu'il se remarie. Après, il en a eu plusieurs. Est-ce qu'il se retrouve pas à avoir... bon, c'est pas Gengis Khan non plus, mais combien... je pense que c'est surtout ses enfants qui, eux, sont un peu lâchés les chevaux sur le nombre de femmes qu'on a le droit d'avoir. Et puis en 1000 ans, t'as le temps d'avoir 2-3 générations qui passent, quoi. Ouais. Bref.
En tout cas, le shérif de la Mecque doit être un hachémite, et tant qu'il reste à sa place et que les routes du pèlerinage sont relativement sûres, les Ottomans laissent un petit peu faire, quoi. Quant au Nejdj, bah, en fait, ils s'en foutent un peu, les Ottomans, parce qu'il n'y a rien. Oui, c'est ça. C'est l'endroit vide. Ouais, bah, il y a le quart vide, et puis le reste, les hauts plateaux, à part 2-3 oasis qui produisent un petit peu de dattes, voilà, Ouais. quoi. Tu vois, c'est pas fou. Donc, officiellement, ça fait partie de l'Empire, mais bon. Tant que les Bédouins restent tranquilles. À bédouiner sur place. Ouais, de toute façon, ils sont un peu incontrôlables parce qu'ils arrêtent pas de se faire la guerre entre eux, donc on les laisse se faire la guerre entre eux, et puis voilà, tout va bien. On a juste mis sur les cartes que c'était à nous parce que c'est mieux quand on parle aux Européens. Ouais, et puis ils ont le littoral autour, tu Oui. vois, donc de toute façon, c'est une enclave au milieu, oui, c'est peut-être à nous, quoi. Personne va les vérifier, toi. Non, de toute façon, personne n'y va dans cet endroit, donc voilà. Autant sur le littoral, les populations sont sédentarisées, autant les Bédouins, ils sont toujours nomades, donc bon. Et puis, il n'y a pas non plus des milliers de personnes là-dedans. Enfin, si, il y a des milliers de personnes, mais c'est pas non plus... Oui, et pas des milliers de personnes au kilomètre carré. Non. Non, la densité de population est assez faible. Mais, au XVIIIe siècle, va apparaître un personnage qui va un peu changer les choses. J'ai nommé Mohamed Ben Abdel Wahhab, le fondateur de ce qu'on appelle maintenant le wahhabisme. Oui. Alors, Mohamed, il est né en 1703. J'ai entendu dire que sur CNews que c'était pas terrible. Le wahhabisme, on va voir, en fait, d'où ça vient. Il est né en 1703, donc, et c'est le fils d'un ouléma, donc un juge religieux. Donc, il est élevé dans la religion, hein. Oui. Dès son plus jeune âge. La religion musulmane. Oui, a priori. Il fait le Hajj à 13 ans, juste après son mariage, puisque à l'époque, oui. on est majeur à 13 ans. Oui, bah, les autres, ils vont sur des bateaux. Oui, voilà, cela dit, il faut faire le tour du monde à la même époque, oui. à 13 ans, donc pourquoi pas. Donc il va faire le Hajj, puis il part étudier à Médine, puis à Bassora, en Irak, qui est une ville alors, un peu moins sainte, mais quand même un peu sainte. En 1726, il va commencer à prêcher dans une oasis du Nejd, mais à cause de la famine qui sévit à l'époque et à l'enthousiasme très relatif des habitants pour les prêches de Mohamed. Enfin, la famine, tu veux dire le jeûne. Ouais, voilà, c'est ça. Ils sont en train d'essayer de se soigner. Ouais, bon. C'est ça, ils sont en super bonne santé. Ils sont en très bonne santé, mais du coup, ils sont moins intéressés par la religion. Il est obligé de repartir, il va retourner à Bassora, puis ensuite il va aller à Bagdad, au Kurdistan, dans plusieurs villes d'Iran, dont Ispahan, puis ensuite vers l'ouest, il va retourner à Alep, à Damas, à Jérusalem, au Caire. Enfin bon, en gros, il fait la tournée des Grands-Ducs un petit peu. Et tous ces voyages vont lui permettre de parfaire ses connaissances en théologie d'abord, hein, parce qu'à chaque fois, il va voir des soufis, des maîtres, des gens importants, et de se rendre compte surtout de l'état du Dar al-Islam au XVIIIe siècle. Donc le Dar al-Islam, c'est les terres d'islam, ce qu'on appelle le monde musulman aujourd'hui, mais j'aime bien le mot Dar al-Islam. Je trouve ça joli. Et c'est pas la joie, en fait, au XVIIIe siècle, de ce côté-là. En Inde, l'Empire moghol, il est en pleine déliquescence, hein. Il est en train de se faire marcher dessus par les Anglais et par les Iraniens de Nader Shah, dont on avait déjà parlé, hein, le Napoléon iranien. L'Iran, justement, est totalement chiite depuis 2-3 siècles, là. Donc pour lui, ça compte pas vraiment. Voilà, c'est pas des vrais. Et il commence à attaquer l'Empire ottoman, donc l'Est de l'Empire ottoman, hein, parce que Nader Shah va beaucoup faire la guerre contre les Ottomans. Lequel Empire ottoman est aussi en train de se faire pourrir par les Russes au nord, qui sont en train de conquérir le Caucase, et de perdre leur possession en Europe de l'Est, en Hongrie et en Roumanie notamment. Donc, le sultan ottoman, qui est officiellement calife, commandeur des croyants, tout ça, et gardien des deux mosquées saintes de Médine et de la Mecque. Ouais, il garde plus grand-chose. Ouais, il a un pouvoir qui reste un petit peu relatif, surtout que les révoltes sont incessantes un peu partout dans l'Empire, que dans la capitale, c'est surtout les janissaires en fait qui dictent un petit peu la politique. Entre le XVIIe et le XIXe siècle, ils vont déposer ou tuer une dizaine de sultans. Donc les janissaires, c'est la garde prétorienne. C'est la garde prétorienne. C'est eux qui sont des enfants enlevés. Souvent, ouais. Ce qui fait qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas nés dans des familles musulmanes. Et qui le deviennent de force, mais qui ne sont pas forcément de tradition musulmane. C'est censé être une garde d'élite,
Un peu comme dans l'Empire romain au moment de la garde prétorienne, quand la garde prétorienne... Oui, c'est ça. C'est à chaque fois qu'on croise un gamin, qu'on se dit « Oh, lui, il a l'air d'être l'élite », on le chope et puis on l'envoie se faire former. Ouais, voilà. Mais comme ils assurent la protection du sultan et qu'ils sont très forts et que c'est plus ou moins la seule force armée dans la capitale, quand ils sont pas d'accord avec le sultan, ils le décapitent, quoi. Puis ils prennent son frère ou son cousin. Ou... C'est ça. Parfois, c'est le frère qui va leur dire... Oui, après, il y a des arrangements. Oui. Bon, voilà, quoi. Bref, le Dar al-Islam prend l'eau de partout. Et l'école sunnite hanafite, qui est majoritaire dans l'Empire, qui est l'islam sunnite pratiqué par les Ottomans, commence à prendre, alors selon Ben Abdelwahad, beaucoup trop de liberté avec le dogme. C'est plus possible du tout. Là, ça va plus. Tout part à volo, c'est la décadence. C'est pas possible. Et donc, en bon religieux, il oublie totalement les causes géopolitiques et il met tout ça sur le dos des gens qui croient pas comme il faut, quoi. Quand ça va plus et que ton autorité est contestée, tu te radicalises. Ouais, un petit peu. Alors lui, en l'occurrence, il n'a pas d'autorité encore. Oui. Pour l'instant, il est juste un... Non, mais quand l'autorité, je veux dire, de ta religion ou de ton mouvement, c'est comme chez les Tibétains, quoi. Ouais, plus ou moins, comme plein Il y a plein d'exemples comme ça. À la Renaissance, en Italie, quand on commence à un peu trop libéraliser les mœurs, pouf, tour de poignet, inquisition, quoi. Donc, il va déterrer les préceptes de l'école Anbaliste, je ne sais pas comment on le prononce, qui date du Xe siècle. Comme ça s'écrit, je crois. Ça s'écrit Hanbaliste. Bon. Anbaliste, qui donc date du Xe siècle, parce que déjà à l'époque, on trouvait que les croyants prenaient un peu trop de liberté avec le dogme et que c'était pas bien et qu'il fallait revenir aux préceptes de l'islam du début. Et qu'on est en plein déclin. Et... Voilà, c'est le Xe siècle. Alors c'est juste avant les croisades, cela dit. Il va y avoir un petit déclin après, mais... Donc il déterre un petit peu ces préceptes-là pour dire qu'il faut retourner aux origines de l'islam et aux pratiques du prophète et de ses compagnons, parce qu'il n'y a que eux qui avaient vraiment compris le truc. Voilà, c'est comme ça que ça doit se passer, et pas autrement. Donc effectivement, on se radicalise un petit peu. Parce que généralement, quand on revient à l'origine du truc, on oublie un peu l'origine, mais on garde que les côtés un petit peu durs. Et donc... Ouais, c'est ça. C'est comme quand tu es chrétien et que tu te radicalises, tu te radicalises pas trop sur aime ton prochain. Étant l'autre joue, ouais. Étant l'autre joue. Tu te radicalises beaucoup plus sur attention, t'as dit Dieu, fallait pas le dire, je vais te taper. Ouais. C'est ça, c'est un peu pareil. Et donc en 1737, Ben Abdelwahab retourne dans le Nejd pour prêcher son nouvel islam orthodoxe. Alors nouvelle en fait, non. Oui, son adaptation. Son adaptation du hanbaliste. Il s'installe d'abord dans l'oasis de Aïniya. Bon, là, oui. Ma prononciation de l'arabe est assez limitée, donc voilà. Dont l'émir est sensible à ses idées. Il trouve que c'est pas mal. Et donc, ensemble, ils vont se mettre à détruire les monuments funéraires et les arbres sacrés qui sont devenus un peu des lieux de culte dans la région parce qu'il n'y a qu'un dieu et il n'y a que lui qui a le droit d'être vénéré. Alors, c'est surtout sous l'influence des soufis, en fait, qui s'est mis à avoir des espèces de saints, un peu comme dans la religion, les autres religions. Il y a des saints dont les tombeaux, les reliques sont vénérés. Pour Ben Abdelwahab, c'est pas possible, ça. Non, ça marche pas. Il y en a qu'un. Il y en a qu'un. Et puis, le fait est que quand tu reviens à l'origine, Mahomet et ses compagnons, ils n'avaient pas de tombe à vénérer, puisqu'ils n'étaient pas encore morts. Non, c'est ça. C'est logique. Parce que j'imagine que le côté on vénère les saints, c'est le retour de la religion pratique, toujours un peu de la religion un peu consommatrice, de j'ai besoin de tel... que ça aille mieux dans tel sens, je vais voir le bon saint. Ouais, un petit peu, ouais. Et lui, il rapproche ça au polythéisme, en fait. Oui, c'est ça. Ça redevient un peu un côté très polythéiste et très utilitariste, au final. Donc, ils détruisent ces lieux de culte et puis ils se mettent aussi à appliquer la charia à la lettre, enfin, à leur lettre, et donc à lapider des femmes adultères. Alors, pas bien, hein. Il ne faut pas lapider des femmes adultères. On rappelle qu'on est au XVIIIe siècle, qu'en Europe, on les brûle, les femmes. Donc bon. Oui. Finalement. Mais aussi à interdire l'usure. D'accord. Mon ennemi, c'est la finance. Mon ennemi, c'est la finance. Et à limiter les taxes, ce qui, finalement, leur ramène pas mal de fidèles. Alors, on limite certaines taxes et pas d'autres. Comme c'est assez conservateur, cette histoire, en fait, on dit aux dirigeants, c'est bien, vous êtes dirigeants, restez dirigeants, mais par contre, soyez sympa avec les gens que vous dirigez. Et on dit aux dirigés, on va être sympa avec vous, mais du coup, respectez les dirigeants.
Bon, bah ça ramène des fidèles, ça marche, quoi. Sauf que, en détruisant des lieux de culte et en disant au bas peuple qu'il faut baisser les taxes, et puis en célébrant un petit peu un certain ascétisme, hein, parce que, mine de rien, quand on Ou revient... rigorisme, oui. Ouais, voilà, on est un peu rigoureux, l'or pas bien, la débauche pas bien, etc. Comme on voit à Dubaï. Oui, non, mais ça a bien tourné, le wahhabisme. Bah, ça plaît pas trop aux autres émirs de la région, qui commencent à se dire que ça va un petit peu... Donner des idées bizarres. voilà, à leur peuple, donc pas cool. Et donc, quand Ben Abdel Wahhab fait détruire le tombeau d'un des compagnons du prophète, c'en est trop. Les émirs de la région demandent à celui de Haïnia de le tuer. Parce qu'on s'emmerde pas. Écoute, voilà, ça reste dans le désert. Hein, donc, bon, la justice est un peu rapide. Enfin, on ne construit pas des prisons dans le désert. Mais l'émir aime bien quand même Ben Abdel Wahhab. Donc, du coup, au lieu de le tuer, il l'exile. Il l'envoie dans le désert. Ce qui pourrait être une condamnation à mort si tu es tout seul dans le désert. Souvent. En pratique, il va aller dans l'oasis d'à côté, où il va se réfugier en 1744, l'oasis de Daria. Ah oui, d'accord. C'est pas le nom. Ah non, non, l'oasis s'appelle de Daria, qui est dirigée depuis 20 ans par Mohamed Ben Saoud, fils du fondateur de la dynastie saoudienne, Saoud Ben Mohamed Al-Mokrin. Spoiler alerte. C'est eux dont on va parler. Voilà. Et là, en fait, entre le prédicateur un peu fanatique et l'émir ambitieux, c'est un peu le coup de foudre. C'est la bromance à tous les étages. Ils sont d'accord sur tout. Et presque immédiatement, ils vont prêter... Mais dans le respect, on garde une certaine distance quand même. Ah ouais, non. C'est vraiment de la bromance. Genre, ils sont d'accord, quoi. Et ils sont hyper potes. Et ils vont donc prêter un serment de loyauté réciproque scellé par le mariage du fils de Ben Saoud avec la fille de Ben Abdel Wahhab. Et selon les termes du pacte, la famille Saoud s'occupera des affaires politiques et militaires et défendra la famille Al-Sheikh, donc la famille de la maison du Sheikh, la famille de Ben Abdel Wahhab, parce que il faut quand même lui donner ça. Comme il veut pas qu'il y ait d'autres cultes que celui de Allah, il refuse de devenir un culte lui-même. Et donc, sa famille ne s'appellera pas Ben Abdel Wahhab. D'accord. En fait, on retrouve, c'est exactement la même chose que ce qu'on racontait la dernière fois avec le Dalai Lama et le Khan, quoi. Un peu, ouais. Ouais. Exactement. C'est vraiment, t'es vraiment un émir de dingue. Ah oui, mais toi, t'es un saint omniscient, quoi. Ouais, voilà, c'est plus ou moins ça. Et encore aujourd'hui, donc bon, spoiler alerte, les Saouds contrôlent toujours l'Arabie Saoudite, mais encore aujourd'hui, la famille, enfin les descendants de Ben Abdel Wahhab, donc la famille Al-Sheikh, sont muftis, sont des religieux importants en Arabie Saoudite. Donc, Ben Abdel Wahhab, il a continué à prêcher. Hein. Quand il arrive dans le nouvel oasis, il continue à prêcher. Et il y a comme c'est des nomades, les Bédouins, l'information circule. Et des fidèles finissent par se réunir à Daria. Et donc, pour Ben Saoud, c'est formidable. Parce qu'il se trouve avec des gens qui sont déracinés, qui n'ont rien à faire, qui sont un peu fanatisés et qui font tout ce que Ben Abdel Wahhab va leur dire. Donc, on pourrait en faire une agriculture dingue. Voilà. On va faire des grands travaux d'irrigation. Voilà. Ou alors, on va les embaucher dans l'armée. L'un ou l'autre. L'un ou l'autre. Ce qui va se faire. Alors, au début, on va commencer par faire des razzias un petit peu sur les oasis d'à côté. En profiter du coup pour détruire des tombes et tout au passage, parce que bon, voilà. Puis bon, parce que c'est important, c'est stratégique, les tombes. C'est pour ça qu'on fait ça. Hein. Oui. Finalement, on est quand même des fanatiques dans cette histoire. À la mort de l'émir en 1765, c'est son fils, Abdelaziz Ben Mohamed Ben Saoud, qui prend la tête des armées wahhabites. Alors, eux s'appellent jamais wahhabites. Hein. Bon, on va dire wahhabites parce que c'est plus simple, mais eux s'appellent pas wahhabites eux-mêmes, notamment parce que Ben Abdel Wahhab, il dit, bah non, moi je veux pas devenir un... Enfin, c'est pas moi qu'il faut vénérer, hein, c'est Allah quand même. Donc, Abdelaziz Ben Saoud va entamer la conquête du Nejd, ce qu'il accomplit en 1786. Ça lui prend 20 ans quand même, mais bon. Ensuite, il va se tourner vers le Qatar et la côte des pirates, qui va soumettre en 1800. Et là, ça attire pas l'attention. Il est toujours en train de se battre contre plus ou moins des forces locales. Oui. Bah, on est en 1800, donc les Anglais ont pas, il n'y a pas encore de protectorat anglais. Et les Ottomans, ils sont là, genre,
C'est loin. C'est quand même des Bédouins qui se tapent ensemble, quoi. Donc, Oui, c'est ça. On parlera avec le vainqueur. Ouais, finalement. Et en fait, à ce moment-là, c'est Ben Abdelwahab qui fait la diplomatie, plus ou moins. Enfin, non, en 1800, il est mort, mais avant qu'il meure, il meurt à la fin des années 1790. C'est lui qui fait la diplomatie et il est assez diplomate avec les Ottomans en leur disant non, 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 mais vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. C'est vous, toujours vous les chefs, pas de problème. Oui, C'est juste que là, on gère un peu le truc, là, entre nous. Et on reviendra vous voir avec les idées claires. Voilà, une fois que ça sera géré, vous inquiétez pas, ça va le faire. Bon, petit problème quand même. En 1802, Abdelaziz Ben Saoud, il va envoyer son fils piller Karbala en Irak et la tombe de l'imam Hussein, qui est un des principaux lieux de pèlerinage pour les chiites. Bon, les chiites, ça compte. Ouais, il y a 5000 morts quand même. Mais... Qui était dans la tombe? Non, dans la ville. Oui. Le Kaaba, il sac la ville. Hein, quand même. Bon, c'est des chiites. Les Ottomans, ils sont là, genre, attention, hein, le refaites pas quand même, parce que ça le fait pas, quoi. Bon. En 1803, Abdelaziz est assassiné par un Irakien qui habitait Karbala et qui a mal vécu le massacre. On n'est pas bien sûr que le mec ait pas été un petit peu armé par les Ottomans. Enfin, en tout cas, c'est ce qui se dit en Arabie. Du coup, son fils Saoud II, c'est le deuxième à s'appeler Saoud, va poursuivre son œuvre et du coup, comme il y a un peu un casus belli avec les Ottomans, il va envahir le Hedjaz et prendre le contrôle de la Mecque et de Médine. Où ils vont aussi détruire des tombeaux, où il y en a un peu plus quand même, des tombeaux de saints et des trucs comme ça. Il y a de la relique. Voilà, il y a de la relique. Ils vont un petit peu détruire tout ça. Et là, ça va commencer à un petit peu... là, ça se voit. Hein. Ouais, là, ça commence à se voir pas mal. Notamment parce que quand ils prennent la Mecque et Médine, ils disent, bon, alors maintenant, les gens qui viennent faire le Hajj, vous venez le faire à la mode wahhabite. Hein. Oui, c'est nous qui choisissons. C'est nous qui choisissons comment vous faites. Donc à la mode Nbaliste, donc les Ottomans là, avec votre culte bizarre, vous n'êtes pas des très bons croyants, vous allez vous mettre au pas. Et ça plaît pas aux Ottomans. J'ai oublié de dire, Saoud II, on le surnomme le boucher de Karbala. Rapport aux 5000 morts. Voilà. Donc c'en est trop. Mais un boucher halal. Est-ce qu'ils ont été égorgés face à la Mecque? On ne sait pas. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui ont été égorgés ce jour-là. Donc, c'en est trop pour les Ottomans. Hein. Les Bédouins, c'est sympa, mais quand ils s'excitent, ça va pas. Et donc, le sultan ordonne au vice-roi d'Égypte, Mehemet Ali, de gérer la situation. Parce qu'il est plus près. Bon, voilà. Je trouve aussi qu'en ce moment, à cette époque-là, Mehemet Ali, il est en pleine modernisation de son armée et que le sultan, il est en train de se dire que... Ouais, il faudrait pas que son armée soit trop forte non plus. Voilà, donc on va l'occuper. Au pire, s'il perd, voilà, tant pis, on n'a plus d'armée vénère. Puis s'il gagne, il sera en Arabie, c'est pas grave. Il va traîner un peu des pieds quand même, mais Mehemet Ali, avant d'y aller... il va se dire aussi, ouais. qu'est-ce que je vais aller conquérir du désert? Voilà, j'en ai déjà pas mal chez moi, donc finalement... Non, mais il y a la Mecque, j'imagine que c'est quand même un... La Mecque, c'est un peu important... Bon, les Saouds vont refaire des incursions en Syrie et où là, on va lui dire, bon allez, t'y vas maintenant. Hein. Donc finalement, en 1811, on lui a dit de le faire en 1807, il va y aller en 1811 avec 50 000 soldats. Enfin, il va envoyer son fils, Ibrahim Pacha, assisté d'officiers français qui viennent expliquer la guerre moderne. En 1815, Ibrahim Pacha a repris tout le Hedjaz, et donc Médine et la Mecque. Et il se tourne vers le Nejd, qui va reprendre ville par ville, enfin donc oasis par oasis. Ça va prendre un certain temps, puisqu'il va finalement arriver devant Daria en 1818. Il va assiéger la ville, parce qu'il ne va pas non plus... L'avantage d'une oasis, c'est que c'est facile à assiéger. Oui. Les défenseurs vont quand même résister plusieurs mois, mais ils vont finir par se rendre en septembre 1818. Après un bon jeûne. Ah ouais, ils sont hyper en forme, les mecs. Mais ils se rendent. Ibrahim Pacha fait du coup raser la ville. Parce que voilà. Fallait du pas. sel. Non, mais alors, il y a encore les ruines qui sont visibles. Enfin, rasées, c'est pas non plus complètement nivelé, mais les ruines existent encore. Enfin, ça n'a jamais été reconstruit. Il va exécuter le petit-fils de Ben Abdel Wahhab, qui est le nouveau mufti des Wahhabites, et arrêter Abdallah Ben Saoud, fils de Saoud II et nouvel émir. Parce que Saoud II III, quoi. Bah non, parce que c'est pas son prénom.
Ah, Saoud II, c'est parce que son prénom, Saoud. d'accord. Ah oui, là, c'est Ben Saoud. Lui, c'est Abdallah Ben Saoud. Oui. Le... Abdelaziz Ben Mohamed Ben Saoud. Al-Mokrin. Mais bon. Oui. Ça commence à être long au bout d'un moment, donc au bout d'un moment, il s'appelle juste Al Saoud. En tout cas, donc, Abdallah Ben Saoud, dernier émir, est arrêté par Ibrahim Pacha, envoyé couvert de chêne à Constantinople. Pas couvert de chair. C'est pas, un moine tibétain fou. Non, couvert de chêne. Décapité en place publique à Constantinople, et sa tête est jetée dans le Bosphore. Voilà. Statement. Statement. C'est la fin du premier État saoudien, l'émirat de Daria. On laisse tomber le microphone. Voilà. Mic drop. La plupart des membres de la famille Al Saoud et de la famille Al-Asher sont exilés en Égypte. Et on se dit que tout va bien se passer. Mais Turki, Ben Abdullah Ben Saoud, un cousin éloigné non pas tant que ça, un cousin du dernier émir, arrive à éviter la déportation en se cachant dans le désert avec les Bédouins. Parce que là, on peut se cacher. Hein. Ouais, l'avantage, c'est que c'est facile. En 1824, il va arriver à reprendre Riyad aux Égyptiens qui ont laissé un petit peu des garnisons quand même, sauf que bon, bah, c'est loin, donc les garnisons, au bout d'un moment, elles en ont marre. Et donc, il reprend Riyad, il y installe sa capitale et il y fait construire un fort. Palais. Oui. Bon, très bien, c'est la capitale donc du second État saoudien. Prudent quand même, Turquie, il va pas s'attaquer au Hedjaz. En revanche, il va reprendre tout le Nejd. Il va conquérir le Qatar, les futurs Émirats arabes unis, qui sont pas encore vraiment sous protectorat anglais à l'époque. Mais bon, finalement, les Anglais, ils se foutent bien de savoir que l'Arabe dirige tant qu'ils peuvent faire du commerce avec leur port. Hein. Oui, tant qu'eux, ils ont un interlocuteur, et puis Oui, voilà. ça les emmerde pas. Non, ils s'en foutent. Turquie est assassinée en 1834 par un cousin éloigné et s'ensuit des décennies de guerre intestine entre les héritiers des différentes branches de la famille El Saoud, alimentée par les Égyptiens et donc les Ottomans d'un côté et les Anglais de l'autre. On se fait la guerre par cousin, quoi. Oui, bah, alors c'est un peu des guerres de palais, c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de mecs qui se font assassiner dans leur palais. Enfin, bon, c'est généralement pas bon signe pour la stabilité d'un État. Du coup, l'émir du Ouais, Djebel... mais si l'État est vraiment fort en soi, est-ce qu'il a vraiment besoin de s'incarner aussi? Bah là, en l'occurrence, ouais, un petit peu. Là, il a besoin. Ouais, un petit peu. Du coup, l'émir du Djebel Shamar, qui est au nord du Nejd. Djebel, c'est bien montagne. Hein. Mhm. Une chaîne de montagnes. Alors, montagne, c'est pas l'Everest. Hein. Mais Oui, voilà. mais bon. Donc, cet émir, Mohamed Ben Abdallah Al-Rachid, qui jusque-là donc était vassal des Al Saoud, va en profiter pour prendre le contrôle du Nejd, avec le soutien des Ottomans, hein, parce que les Ottomans, c'est un peu pareil. Hein. Tant qu'ils ont un mec à qui parler et qui détruit pas tout, c'est Pas cool. trop de tombes. Voilà. Et donc, le dernier émir saoudien, donc de la famille Al Saoud, Abderrahman Ben Faisal Ben Turki Al Saoud, est obligé d'abandonner Riyad. Après une résistance acharnée quand même, hein. Il y a quand même pas mal de mecs qui meurent dans cette histoire. Hein. Il y a un nouveau siège et tout. Enfin, oui. Et en 1892, il se réfugie dans le Rub al-Khali, donc dans le quart vide, avec son fils Abdelaziz. Bref, à ce moment-là, la dynastie est pas au top. Non, c'est la fin du deuxième État saoudien. Et on remarquera qu'un peu comme les Écossais, ils ont quand même souvent les mêmes prénoms, les mecs. Parce qu'on a un nouveau Abdelaziz. Un an plus tard, Abderrahman et donc Abdelaziz... Alors, on dit ça du haut de notre Louis XX. Oui, ouais. Je veux dire. C'est pas faux. C'est pas faux. Donc un an plus tard, Abderrahman et Abdelaziz sont invités à la cour de l'émir du Koweït, avec le soutien des Ottomans qui trouvent que les Al-Rachid, il faut s'en méfier. Donc il vaut mieux, tu vois, genre, jouer sur les deux tableaux. Faire en sorte qu'ils soient pas trop confortables non plus, quoi. Voilà. Et après quelques campagnes un peu infructueuses menées par Abderrahman, c'est Abdelaziz qui va reprendre Riyad en 1902, pendant que l'émir Al-Rachid est en déplacement à Bagdad. En fait, Abdelaziz, il y va avec une cinquantaine de soldats. Pendant la nuit, il y en a une dizaine qui
s'introduisent dans la ville, genre ils escaladent les murs et tout, s'introduisent dans la ville. Ils vont retrouver des serviteurs des Al Saoud, des serviteurs d'Abderrahman, en fait, d'avant, qui vont leur expliquer où est la garnison, qui vont leur ouvrir les portes, etc. Et donc la cinquantaine là va rentrer dans le fort pendant la nuit, enfin au petit matin. Quand le gouverneur militaire revient de la prière du matin, bah, il le bute, il le décapite. Et Abdelaziz, depuis la terrasse du fort, brandit sa tête. Et il ne devait pas être adoré par ses troupes et par la population parce que la garnison se met au service des Al Saoud tout de suite et la population accueille Abdelaziz en héros. Oui, c'est toujours ces trucs un peu bizarres où tu vois, même quand on dit « Ah, les pirates, ils vont prendre une ville », enfin, tu te dis, en fait, t'as pas mal de villes où bah, il suffit d'être 10, quoi. Ouais, c'est ça. Il suffit de buter le mec qui est chef, qui est... Et tu dis « Je suis chef », et puis en fait, tu te dis aussi que finalement, bah, les gens s'en foutent de qui est leur chef. Pour eux, ça change pas grand-chose. Ok, c'est toi. Bon, si je me révolte, je vais me faire tuer. Donc, je veux dire, c'est bien que ce soit toi. Et puis, on attendra le prochain. Oui, voilà, plus ou moins. Et Abdelaziz Al Saoud va renouer l'alliance avec les imams wahhabites, ceux qui lui redonnent une armée plus ou moins fanatisée. Parce que la doctrine wahhabite, elle a continué à perdurer quand il n'y avait pas les Saouds derrière. Ouais. Les gens sont restés rigoristes. Certains, ouais. Bah, pas tout le monde, mais certains sont restés rigoristes. Le deuxième État saoudien a pas trop utilisé ce truc-là, des armées un peu religieuses. Mais Abdelaziz, lui, reprend ce côté-là, parce qu'il trouve que c'était plutôt efficace. Et d'ailleurs, ça va lui permettre de reprendre rapidement toutes les provinces du Nejd, et du sud et de l'est de la péninsule, à l'exception des territoires sous protectorat britannique, parce que il est pas con. Oui. Et autant il joue de la rivalité entre les Ottomans et les Anglais, autant il a bien compris que les Anglais, faut pas les attaquer. Oui, parce qu'ils sont forts. C'est ça. Et d'ailleurs, comme il les attaque pas et que les Anglais et les Ottomans sont pas en guerre ouverte, mais presque, bah, les Anglais vont lui fournir des armes. Donc finalement, il a peut-être raison de l'avoir fait. En 1913, pour asseoir son pouvoir, il va fonder la confrérie religieuse des Ikhwan. Ikhwan, je suis pas bien sûr de comment ça se prononce. En gros, des wahhabites un peu extrémistes qui s'habillent tous pareil. Un peu extrémistes. Ouais, pire. Oui, c'est ça. Bah, en fait, le wahhabisme, c'est un mouvement radical, mais c'est pas un mouvement orthodoxe. Ils sont pas forcément fanatiques, les mecs. C'est juste qu'ils sont hyper conservateurs et orthodoxes, mais pas plus que d'autres. Tu vois, que les branches les plus conservatrices du judaïsme, du christianisme. Donc il va fonder cette confrérie qui va d'abord lui servir d'armée. Hein. Enfin, il y a, paraît-il, jusqu'à 300 000 hommes mobilisables dans son armée, qui ne sont pas toujours à tout instant, mais... Puis des prêtres dans l'armée, c'est cool, ça permet de healer un peu. Moi, je les vois plus comme des moines soldats, tu vois, un peu. Ou comme quand on parlait de l'Iran, la confrérie soufie qui avait permis à Ismaël Ier de prendre le pouvoir, c'est un peu la même chose, quoi. Ou les Templiers, ou des trucs comme ça, tu vois. Genre, quand t'as des soldats religieux, ça marche toujours mieux, quoi. Ou les Fremen, finalement. C'est ça. Mais en fait, il va se servir aussi de cette confrérie pour sédentariser les Bédouins grâce à des colonies de peuplement dans tous les oasis du Nejd et des grands travaux d'irrigation. Enfin. Bah, déjà, on est au début du XXe siècle, donc on commence à avoir des moyens c'est plus facile. Techniques un petit peu plus conséquents. Et en fait, il s'est rendu compte que les Bédouins ils continueront à foutre le bordel tant qu'ils seront nomades. Mais si tu les sédentarises, c'est beaucoup plus facile de les contrôler. Oui, bah là, ils vont commencer à se poser des questions sur comment je repars ma maison, et il faut que je refasse le toit. Ouais, voilà. Puis il faut que je fasse attention à mon voisin, parce que sinon, c'est quand même par lui que passent les égouts. Enfin, bon. Ouais. Pendant la Première Guerre mondiale, Abdelaziz va rester neutre, mais dans la péninsule, grâce entre autres à des personnages comme Laurence d'Arabie, les Anglais vont réussir à provoquer la grande révolte arabe de 1916, qui est dirigée par le shérif de la Mecque, en l'occurrence Faisal, non Hussein Ben Ali, le père de Faisal. Mais c'est Hussein le chef, mais il est un peu vieux, et Faisal qui va vraiment faire les choses. Bon, on va en reparler de ce truc-là dans un autre épisode, sûrement, parce que c'est intéressant de voir ce qu'a fait Laurence d'Arabie, Faisal et d'autres.
Ce qu'on dira aujourd'hui, c'est que ça va contribuer à la défaite des Ottomans en 1918, cette révolte. Sauf que les Anglais ont joué double jeu, hein, comme souvent. Et après la guerre, si Hussein peut se proclamer roi du Hejaz et si son fils est nommé roi d'Irak, parachuté roi d'Irak, Bon, en fait, il y a quand même une protection. ouais, la réalité de leur pouvoir est extrêmement fragile et sans les Anglais, ils ne sont personne. Donc, dès la fin de la guerre, Abdelaziz va reprendre ses conquêtes. Et en 1921, il s'empare du Djebel Shammar. Et donc, il met fin au pouvoir des Al-Rachid qui vont commencer à péricliter. Hein. Oui. Mais voilà, là. Il les a battus, hop, il détruit la tombe de leurs ancêtres. Ouais, plus ou moins. Il se proclame sultan du Nejd. Donc là, il n'est plus émir, il est sultan. Ça déconne plus. En mars 1920... Sultan empereur. En mars 1924, le nouveau président turc, Mustafa Kemal, va abolir le califat ottoman. Parce que c'est un pays laïque maintenant, Oui. la Turquie. Et puis que, bon, quand on a dit on détruit l'Empire ottoman, on a dit on arrête les conneries là. Hussein, le shérif de la Mecque, en profite pour se proclamer calife à la place du calife, ce qui donne à Abdelaziz un prétexte pour envahir le Hejaz, puisque c'est lui les wahhabites, donc c'est eux seuls les vrais musulmans, hein, parce que les autres, c'est pas des vrais. Donc, et c'est con, ils pensent que c'est eux les vrais. Oui, voilà, ils ont rien compris. Donc, il envahit le Hejaz genre à l'été 1924. La Mecque se rend en octobre 1924. Ça allait assez vite. Et la Mecque, j'ai pas l'impression que ce soit une grosse place forte militaire. Non. De manière générale, on s'y bat pas beaucoup. On se rend vachement plus quand on est à la Mecque. Mais de toute façon, le pouvoir des shérifs de la Mecque, il n'est pas vraiment militaire. Hein. Oui. Abdelaziz va rentrer dans la Mecque habillé en simple pèlerin, parce qu'il n'est pas descendant de Mahomet, donc il ne peut pas être shérif. Et parce que toujours la doctrine wahhabite, il y a une seule personne qui peut être vénérée, c'est Allah, donc on arrête de vénérer les choses. Hussein est exilé et le shérifat de la Mecque disparaît. Il n'y aura plus de shérif de la Mecque. C'est fini. Abdelaziz se proclame roi du Hejaz en 1926. Ça pourrait faire un bon titre de film, genre Le Dernier Shérif. Ouais. Alors, le dernier shérif, en pratique, c'est même pas Hussein, parce que Hussein, au moment où il sent que ça sent la merde, hein, quand même, il fait « Bon, bah moi, je me casse, mon fils, tiens, c'est toi le shérif, salut !» Et c'est le fils qui doit gérer l'arrivée des Saouds, et qui fait « Ok. » En 1927, les Ikhwan, qui aimeraient bien continuer le djihad, eux, parce que bah, ils sont toujours un peu fanatisés. Ils sont toujours extrémistes. Voilà. Ils vont attaquer le Koweït, sans vraiment demander la permission. Abdelaziz est contre, donc il se révolte. Abdelaziz va compenser la perte de ses effectifs par des avions et des véhicules militaires fournis par l'Angleterre. Et en 1930, les Ikhwan sont écrasés, tous leurs chefs sont exécutés, et les rares survivants sont incorporés à l'armée régulière en mode « Attention, on te regarde. On ne déconne plus maintenant. Le pouvoir d'Abdelaziz est absolu. » Et après la conquête de quelques provinces yéménites en 1932, il réunit tous les territoires conquis dans le royaume d'Arabie Saoudite, dont il devient le premier roi. En pratique, si vous cherchez un petit peu, on l'appelle rarement Abdelaziz, on l'appelle souvent Ben Saoud ou Ibn Saoud. Déjà parce qu'il y en a beaucoup des Abdelaziz. Alors, il y a beaucoup d'Abdelaziz, mais il y a beaucoup de Ben Saoud. Bah, ils sont tous... Ouais, en pratique, lui, il n'est pas Ben Saoud, il est Abdelaziz Ben Abderrahman. Bon... Mais avant que ça arrive jusqu'à Ben Saoud, il y a quand même du temps. Son vrai nom, c'est Abdelaziz Ben Abderrahman Al Saoud. Mais bon, voilà. À peu près à la même époque, des réserves de pétrole sont découvertes dans l'est du pays. Oui, mais ça va pas changer grand-chose, ça. Et aidé par un Anglais, Saint John Philby, qui est espion britannique, mais qui s'est mis au service d'Abdelaziz parce qu'il le trouve vachement charismatique et que ça a l'air d'être un mec assez brillant quand même. Philby ? Non, Abdelaziz. Ah, parce que Philby, il est un peu connu aussi. Oui, on va en reparler un autre jour, parce qu'il y a plein de trucs à dire sur lui. Il viendrait pas de Cambridge ? Alors, je sais qu'il est agent double et qu'à un moment donné, il travaille pour l'URSS. Ben, il me semble qu'il fait partie des 5 de Cambridge. Ah, peut-être. Non, c'est plus tard, ça, les 5 de... Oui, c'est plus tard. Oui, mais je veux dire, moi, le nom me dit quelque chose parce que je crois qu'il sera,
deuxième de l'anti-espionnage, enfin du contre-espionnage anglais et travaillant pour les communistes. De manière générale, ouais, il va bosser pour l'URSS, il va un peu bosser pour les nazis aussi. Enfin bon, bah, on va en reparler. Mais là, en l'occurrence, à cette époque-là, il a pris fait et cause pour Abdelaziz contre ses employeurs, hein, puisque à cette époque-là, il est espion Oui. britannique. Ouais, mais je disais, je pense qu'il devait être assez charismatique quand même, Abdelaziz, parce que c'est pas le seul, hein, Philby, de personnages, alors d'Européens ou d'autres personnages un peu importants de l'époque qui l'admirent et soit prennent fait et cause pour lui, soit acceptent son pouvoir. Bref, en tout cas, grâce à Philby, l'Arabie Saoudite donne ses concessions de ses réserves de pétrole à la Standard Oil of California, ce qui va poser les bases d'une alliance avec les USA qui va se concrétiser en 1945 avec une signature entre FDR et Abdelaziz Al Saoud. Quand il meurt en 1953, Abdelaziz Ben Saoud aura fait de l'Arabie Saoudite le plus grand et le plus puissant de la péninsule, hein, parce que les autres ont aussi trouvé du pétrole et du gaz, mais moins. Déjà parce qu'ils ont moins de territoire. Oui, ils ont moins de territoire. Et puis parce plus proche des côtes. Oui, les autres, c'est tous les Émirats Arabes Unis, Oman, le Yémen, tout ça, c'est sur les côtes. Les réserves des Émirats Arabes Unis, il y en a un certain nombre qui est offshore. Le Qatar, mais aussi, c'est offshore. Mais les plus gros champs pétrolifères sont en Arabie Saoudite, à l'est, mais en Arabie Saoudite. Il va laisser derrière lui, Abdelaziz Ben Saoud, 500 000 morts quand même, dû à ses conquêtes, parce que bon, ça se fait pas tout seul. Voilà, ça se fait pas tout seul. Et puis on peut supposer que sa confrérie de moines soldats, là, ils ont pas fait dans la dentelle. Il va aussi laisser 53 fils et 36 filles issues de 32 épouses. Donc lui, la bigamie, ça fait doucement rigoler. Pas 2 ans de prison. Ouais. Et une dynastie qui dirige toujours le pays sans partage, hein, puisque tous les rois d'Arabie Saoudite jusqu'à aujourd'hui sont des fils d'Abdelaziz. Ils sont tous frères. C'est encore la génération d'en dessous de lui. Ouais, le roi actuel, Salman, c'est encore un des fils d'Abdelaziz, mais c'est le premier qui a nommé comme héritier MBS, dont on a beaucoup parlé, Mohamed Ben Salman, Al Saoud. Donc, il a été nommé prince héritier. À la base, il était vice-prince héritier. Ça a l'air d'être comment dire, un beau bordel pour se retrouver. Un beau bordel, mais non, MBS, ça a l'air d'être un type qui a de l'ambition et qui sait ce qu'il veut. Donc, il est nommé vice-prince héritier. Et très vite, l'autre vice-prince héritier du don. Ouais, mais il a des valeurs quand même. Enfin, je veux dire, de paix et de compassion. Bien sûr. Bien sûr. Il ne fait pas du tout démembrer les journalistes. Enfin, supposément. Supposément. Il n'a pas été jugé. Il est présumé innocent. C'était peut-être un mauvais traitement qu'il a eu pendant son enfance. Voilà, peut-être. Donc en fait, si et quand il deviendra roi, MBS sera le premier de la génération plus jeune. Il est plus jeune que nous. Il est né en 86, MBS. Cela dit, on considère que la famille Al Saoud comporte 20 000 princes et princesses, dont 4 000 princes de sang royal. Donc on n'est pas à l'abri d'une traditionnelle guerre de succession qui fait que, bon, oui, ça soit un autre mec qui émerge. Un truc à la Squid Game où tu mets les 4000 et tu dis, bon, à la fin, il n'y en a qu'un. Voilà, il n'y en reste plus qu'un, je ne sais pas. Voilà, et donc l'Arabie Saoudite ne s'est pas beaucoup ouverte d'un point de vue sociétal, on va dire. Après, il y a des critiques du wahhabisme qui disent que c'est une orthodoxie d'apparence. Oui. Mais que, en fait, c'est pas des gens qui sont très spirituellement croyants. Bon. C'est pas des grands docteurs de la foi qui ont de la théorie théologienne. Oui, et pas forcément. C'est plus on réfléchit pas, quoi. Enfin, oui, c'est ça. Réfléchir, c'est trahir, quoi. Ouais, un peu. On applique le credo et tout ce qu'il faut faire à la lettre, mais ça fait pas forcément de nous des gens très spirituels, quoi. Les autres pays de la péninsule ont obtenu sans trop de violence leur indépendance de l'Empire britannique, donc en 1971. Et comme je disais au début, seul Dubaï n'est pas entièrement dépendant de la rente pétrolière. En fait, sa richesse à l'origine, elle vient de la récolte des perles. D'accord. Parce que donc Dubaï, c'est sur la côte, hein, et il y a beaucoup de perles à cet endroit-là. Ils vont avoir du plomb dans l'aile quand le Japon va se mettre à exporter des perles dans les années 30. Et ensuite, ils vont, comme ça a toujours été un point d'étape
quand tu rentres dans le golfe Persique ou quand tu veux en sortir, ça a toujours été un port, un point d'étape pour le commerce, ils vont profiter de ça, ils vont construire des ports de marchandises gigantesques. Et en fait, c'est la plaque tournante du commerce de la région, Dubaï. Et c'est de là que vient leur argent. Bon, peut-être aussi que c'est un paradis fiscal et que ça aide, hein. Peut-être. Peut-être, on ne sait jamais. Bon, ils ont aussi un peu de pétrole quand même, hein. Et donc là encore, les Saouds, finalement, c'est... alors, il y a une tradition qui remonte au XVIe siècle, mais... 18e. 18e, les premiers. Mais du coup, c'est pas très... Enfin, c'est relativement récent aussi. L'Arabie Saoudite, ouais, c'est pas très vieux comme pays, hein. Donc c'est 1900, comme j'ai dit, 32. Moi, je m'attendais pas à ce que la famille remonte jusqu'au 18e. Mais vraiment, cela dit, C'est-à-dire, tu pensais que je pensais que c'était plus plus je récent? pensais que le wahhabisme était plus récent. En fait. D'accord. Le premier émir de Daria, là, le premier Saoud, il vient donc de la famille Al-Mokrin et il prend le pouvoir sur un oasis et puis il dit, bon, du coup, mes fils s'appelleront Ben Saoud Al-Mokrin, mais c'est lui le fondateur de la dynastie parce qu'il prend le pouvoir d'un oasis. Il faut voir qu'il n'y a pas beaucoup de monde. À Riyad, au moment où Abdelaziz il prend la ville, il y a... Ils sont 10 à prendre la ville. Hein. Ouais, non, mais il y a 10 000 habitants, quoi. Tu vois, c'est pas une mégapole, quoi. Mais ouais, c'est relativement récent. Même le wahhabisme, ils prennent le premier État saoudien, il prend de l'importance au moment de la Révolution française, quoi. Oui. Moi, j'aurais eu tendance à penser que c'était une longue lignée de bédouins qui était un petit peu... Enfin, qui avait ses hauts et ses bas, mais... Pas tant que ça. Mais pas tant que ça, en fait. Et puis, entre les différents États saoudiens, à chaque fois, il y a 10-15 ans, quoi. Ouais. On a appris plein de trucs. On a appris énormément de choses. Et moi, je vous conseille de continuer à apprendre des choses en écoutant d'autres podcasts aussi, ceux du label Podcut en particulier. Si vous voulez nous aider à faire des podcasts, à vous proposer plein de choses, vous allez voir, on est en train de réfléchir à plein de choses à vous proposer via le Patreon. Donc, n'hésitez pas. Et on se retrouve la prochaine fois. Oui, à la prochaine fois.